Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Parce que quand quelqu'un finance un puits, et dans certains pays, je répète, c'est pas tous les pays, mais certains pays où tu sais que ça va pas durer plus de 2 ans et encore, donc c'est insalubre, si tu appelles, tu dis mais l'eau elle est vraiment potable, vous avez fait des tests? Est-ce que là il est toujours fonctionnel? Et là tu vas avoir des scandales. Il suffit d'aller, ceux qui vont, je sais pas, au Sénégal ou dans des pays comme ça, faites le tour des puits, vous allez voir. Moi je faisais le tour, je voyais des plaques d'associations françaises et non françaises avec des puits, mais tout était tarif. Mais c'est quoi ce délire? Des trous partout. Des fois, il y avait des endroits, il y avait au moins 5, 6, 7 comme ça, puits avec chaque plaque et aucun n'était Côte à fonctionnel. côte. Côte à côte. C'est dingue. Et ça, si une personne n'est pas en mesure de vous dire, votre puits, en fait, il ne fonctionne plus, parce qu'on est transparent avec vous, parce qu'un puits, ça dure 1 an, 2 ans, pas sûr qu'il soit totalement potable, c'est qu'il y a un problème. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Écoute, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Samir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Abdelrahman. Comment ça va? Alhamdulillah, très très bien. Et toi? Merci déjà avant tout pour l'invitation. Un grand merci à toi. Barakallahu fik. Pour ceux qui ont écouté les anciens épisodes du podcast, à l'époque, j'avais fait un podcast avec Mehdi Oulsad où on parlait justement de toi, notamment parce qu'il avait fait un documentaire en mode avion, que certains connaissent, sur ta randonnée dans les Pyrénées. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, c'est cette personne-là, c'est ce Samir, le voici. Samir, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais, d'où tu viens. Très bien. Donc moi, je m'appelle Samir, j'ai 41 ans, j'ai 4 enfants. Alors moi, je suis natif, j'ai grandi et je vis près de Creil, une ville qui s'appelle Montataire, donc c'est dans l'Oise, c'est au nord de Paris, banlieue nord de Paris. Alors de métier, ce que je suis, c'est informaticien. J'ai toujours été depuis, depuis le collège, je crois que j'ai commencé à faire du code, etc. Donc j'ai toujours été dans l'informatique. Et après, au fil du temps, l'informatique m'a amené à l'humanitaire. Donc aujourd'hui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Une casquette, je suis président d'une ONG humanitaire qui s'appelle Oumma Charity. Et une deuxième casquette, je suis développeur informatique actuellement. Très bien, très bien. Écoute, on va revenir sur tout ça. Et tu as une autre casquette aussi de randonneur dans tes heures perdues. Ouais, alors, est-ce qu'on peut appeler ça une casquette? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un mode de vie, ouais, effectivement. Je suis randonneur dans l'âme maintenant. Effectivement. Écoute, si on commence dans l'ordre, tu as fait des études en informatique. Comment tu en es arrivé là? C'était une passion? Comment t'en es arrivé à faire des études en informatique? Alors, ouais, l'informatique, donc clairement, c'était une passion. Comme je dis, ça a commencé vraiment au collège, mais littéralement au collège. C'est-à-dire que moi, je me Ouais. rappelle, mon premier jeu vidéo, c'était Mario, comme beaucoup, le tout premier Mario. Et je me rappelle, avec mon frère, qui est aussi dans l'informatique, quand on était petit, on se posait la question, on se disait, mais attends, quand est-ce qu'on sait que Mario, il faut qu'il arrête de tomber? C'est quand son pied touche le sol. On imaginait le code déjà, alors qu'on ne savait pas c'était quoi du code, comment fonctionnait. Donc vraiment, c'est une passion, c'est de famille. Chercher un petit peu les bugs dans le jeu, non? Et aussi, exactement, on cherchait les bugs à comprendre. Donc après, j'ai fait du basique. C'était un Donc Nintendo ouais, 64, le premier ah Mario? non, non, c'est Nintendo, C'était la avant? première Nintendo, la toute première. Ah, putain, j'ai pas connu Ah celle-là. non, moi je suis plus vieux que toi, car le tout premier Mario. Et voilà, donc après c'était une passion, donc du coup, ma passion, elle est devenue naturellement un métier, mais c'est vraiment une passion. C'est-à-dire que je connais un tas de trucs déjà au collège, au lycée, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Ouais. Ok, tu fais des études, tu te débrouilles bien, tu arrives facilement à faire des études informatiques? Alors, c'est ça aussi le paradoxe, c'est que moi, j'ai pas fait vraiment d'études. Alors, j'ai eu mon bac S, tout ça, pas de problème. Le problème, c'est que je me suis marié très jeune. Je me suis marié alors que j'étais encore au lycée. Donc, du coup, j'ai pas pu poursuivre mes études. J'ai dû arrêter pour travailler, etc. Mhm. Mais j'ai continué à l'informatique, ça, j'ai jamais arrêté. Et j'ai repris mes études beaucoup plus tard, mais uniquement pour valider, on va dire, mes compétences. Et l'informatique, ouais, ça a été, à l'époque, alors, je te parle de trucs de vieux là, c'est parce que je suis un ancien, mais pour toi, peut-être ça va te paraître un peu. Tu Ah, vois, t'es le pas si fait que. vieux que ça quand même, hein. T'as quel âge, Abraham? Ah, j'ai 28 ans. 28 ans. Un jour, il faudrait qu'on fasse un podcast sur toi d'ailleurs. C'est vrai que ce soit toi le sujet et qu'on te pose des questions, ça serait pas mal. Il y en a Euh, un, hein. Épisode 100, ah, il y si en tu veux a? écouter, épisode 100. Ah, j'avais pas vu. Alors, je regarderai. J'écouterai. Et ouais, donc à l'époque, j'étais tellement fan que je développais en fait des applications gratuitement en plus pour les téléphones portables. Et tu vois, à l'époque, c'était les Nokia qui rayonnaient sur le monde du téléphone mobile. Apple n'était pas encore arrivé. Ouais. Et j'avais inventé un système qui permettait, c'est un peu bête, mais quand on tourne le téléphone, l'écran se retourne. Aujourd'hui, c'est normal dans tous les téléphones. À l'époque, ça n'existait pas. Et Ouais. donc, ça fait effectivement un très, très, très gros buzz.
Nokia a cherché à me recruter et d'autres d'ailleurs encore. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à mettre dans l'informatique. Et ouais, ça a toujours été une passion, quoi. Quand j'étais petit, je bidouillais, je tripotais, je faisais un tas d'applications. Et ouais, ça a toujours été ça ma vie. D'accord. Et tu as dit que tu as commencé à travailler, tu travailles dans quoi, du coup? Dans l'informatique? Bah, c'est ça dans l'informatique, sur le développement informatique, des Ok. applications, des sites internet, un peu tout ce qui était un petit peu, Ok. moi, l'innovation, j'aimais beaucoup ça, tu vois. Et là, si on devait D'accord. me définir à ce moment-là, j'étais vraiment, tu vois, l'archétype du geek, tu vois, le gars assis dans sa chambre avec deux écrans, avec un grand bureau, une chaise de gamer et une pizza et un coca à côté, tu vois. C'était vraiment, voilà, c'était ça. Et bien, bien pourtant, physiquement. J'étais comme ça. Tu faisais pas encore les randonnées. Non, 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 non. Le mot randonnée, je ne le connaissais pas pour te dire, tu vois. Donc, Rando quoi? voilà, c'est ça. Ok, donc tu poursuis ta voie, c'est quelques années, puis tu te retrouves à travailler à faire de l'humanitaire, ou tu commençais déjà au même moment en parallèle? Comment ça s'est passé? Alors, alors, l'humanitaire, en fait, ouais, ça, c'est un truc, c'est que moi, j'ai jamais pu tenir très longtemps un boulot salarié. Pourquoi? Parce que à chaque fois, travailler pour travailler, j'y arrivais pas. C'est-à-dire travailler Mhm. juste pour faire de l'argent et mettre de l'argent dans la poche d'un patron, j'y arrivais pas. C'est-à-dire qu'il me fallait toujours un but et un objectif. C'est pour ça que j'avais moi mes Mhm. applis à moi perso, mais qui ne me permettaient pas non plus de vivre correctement. Et donc, c'est là où j'ai commencé effectivement à réfléchir à l'humanitaire. Et pendant des années, j'ai essayé, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envoyé des CV, mais à toutes les assos de l'époque, les secours islamiques, etc. J'ai tout fait, j'ai tout écumé. Que les Et assos musulmanes ou les autres aussi? j'ai tout fait, tout. Ok. Mais quand je dis tout, je les ai tous fait vraiment. J'ai frappé à toutes les portes. Mais moi, je le vois aujourd'hui comme ça. Minallah, aucune s'est ouverte. Pourtant, voilà, j'avais, tu sais, comme je t'ai dit, Mhm. Nokia cherchait à me recruter, Intel, Electronic Arts, bref, voilà, quand même, il y avait du monde qui cherchait à me recruter. Mais les assos à l'époque, bah, ne voyaient pas, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, hein, l'informatique, on ne voyait pas ça comme quelque chose de hyper important. Ouais. Et, euh, et personne, voilà, je trouvais pas. Pendant des années, c'était un peu traversé du désert et je trouvais pas, je trouvais pas, je trouvais pas. Entre-temps, bah, je trouvais mon bénévolat, et notamment Ouma Charity, Mhm. parce qu'Ouma Charity, en fait, l'association, elle a été montée, créée par des personnes qui viennent de mon quartier, donc c'est des amis Mhm. que je connais depuis longtemps. Donc du coup, j'étais bénévole avec eux, je les aidais à monter le site, à gérer deux, trois trucs, etc. Tu étais déjà au début, au tout début. Voilà, en tant que bénévole informatique. Ouais, dès le départ, ouais, effectivement, le site Mhm. internet, tout ce qui était partie web, etc., j'étais avec eux à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai mis en réalité un petit pied dans l'humanitaire, parce qu'après, c'est Bilal, justement, le fondateur de l'association Ma Charity, qui m'a dit, bah, tiens, il y a une autre assos, etc., qui elle recherche. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'humanitaire, en fait, en commençant, en faisant simplement de l'informatique. Mais Ok. c'était un souhait dès le départ, c'est ce que C'était je en quelle voulais. Il me année fallait ça? un sens. Comment? C'était en quelle année pour situer un peu? Alors, tout ça, ça a commencé dans les années 2008-2009, mais là où Mhm. j'ai commencé vraiment à travailler dans l'humanitaire officiellement, on va dire salarié, c'était en 2013. D'accord. Donc avant ça, tu étais Ouais, bénévole chez Oma Charity. c'est ça. Mais ou Ma Ok. Charity et d'autres d'ailleurs, mais ouais, c'est ça. Ok. Et comment s'est passée la transition de bénévole à employé? Très bien, très très bien, parce que moi je ne me voyais pas employé, parce que comme je dis, c'était un rêve l'humanitaire. Ça fait des années, mais quand je dis j'ai galéré, je te mens pas, Ouais. j'ai galéré. J'ai couru partout, il me fallait un but, un sens à mon travail. Et quand le jour où ça y est, je trouve ce travail, Comment tu as proposé l'opportunité bah, je t'ai dit, c'est Bilal, encore une fois, hein, c'est par le biais de Bilal, donc d'Ouma Charity, le fondateur, qui Mhm. savait que je galérais, parce que il m'aidait aussi un peu à chercher, parce que lui aussi travaille pour une association humanitaire, un peu aussi dans l'informatique, et donc voilà, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup épaulé à trouver, et il a trouvé ben, la sauce qui s'appelait Baraka City, qui était inconnue au bataillon à l'époque, hein, qui était vraiment inconnu, Mhm. inconnu, inconnu. Et il me dit, bah voilà, c'est ta sauce, j'ai vu qu'il recherchait quelqu'un et tout, j'ai contacté le président, il est chaud pour te prendre en tant qu'employé. Et Ok. c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure. Donc j'ai rejoint Baraka City en tant que développeur informatique. À l'époque où je répète, c'était totalement inconnu, hein, c'était une Ouais. mini-association, on était quatre, on était quatre autour d'une table. Mhm. Et là, ouais, moi, ça a été un petit rêve. Donc du coup, je ne voyais même pas ça comme un travail. Pour dire, Mhm. le côté randonneur, il a commencé un peu à ce moment-là. Pourquoi? Tellement je kiffais, c'était à plus de 2h30 de chez moi. Bah, je partais avec mon sac de couchage et je dormais dans les locaux. Donc vraiment, j'étais vraiment en mode, voilà, c'était un kiff. Wow. Tu y aller à pied? Non, non, j'y allais en train, mais comme voilà, c'était galère faire 2h30, 2h30, tu vois, c'est quand même 5 heures de trajet par jour, bah, je Ouais. dormais dans les locaux. J'avais mon sac, il me prenait pour un fou là-bas, tu vois, et je dormais au pied de mon bureau. Tu vois, j'étais un peu, toi, ce côté un peu nomade, mais sans le savoir, quoi. D'accord. En parallèle, tu continues avec Ma Charity ou tu t'es mis à temps plein sur Baracasti? J'étais à temps plein avec Barakasti, mais oui, j'ai toujours été bénévole avec Ouma Charity, ouais. J'ai jamais lâché Donner un du coup de bénévolat avec main, eux. ouais, quand il y Ah, avait besoin, toujours, quoi. toujours. C'est ça. Ouais.
Baraka City aussi, ça, c'était le tout début. Pareil. Ouais, Barakasti, c'était au départ, ouais. C'est au moment où ouais, Mm. c'était avant le gros Est-ce que tu as buzz. pu voir un peu, du coup, vu que t'as rejoint deux assos qui ont quand même bien grandi à leur début, comment ça se passe en fait? Comment une asso elle grandit comme ça? Elle a les moyens pour avoir des employés? C'est quoi enfin, c'est quoi les challenges à ce niveau-là? Ah bah là, le challenge. Toute association, en général, elle commence, tu sais, avec ce qu'on appelle un père fondateur dans le jargon, c'est-à-dire quelqu'un qui a une idée, tu vois, et il fait ça avec le cœur au départ. Et il fait ça qu'avec le cœur. Et il prend un groupe de potes ou un réseau, ils font ça avec le cœur. Au départ, c'est comme ça que commence une assoce, toujours. Ouais. Et à un moment, il y a ce qu'on appelle soit le buzz, soit à un moment, d'un moyen ou d'un autre, la sauce va se faire connaître. Si on prend l'exemple de Barakassi et Douma Charity, eux, les deux, bah, c'est à peu près le même schéma. À l'époque, ils sont basés sur la com. À l'époque, la com, il n'y avait pas grand-chose sur les réseaux sociaux. C'était l'une des premières associations à se dire, bah, on va mettre le paquet sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont fait. Et Donc c'est ça ce qui Facebook, à a l'époque, fait. c'était plutôt Facebook, j'imagine. C'est ça, exactement. C'était Facebook. Facebook, YouTube. Et à l'époque, dans la sauce humanitaire, et humanitaire encore pire, islamique, alors là, il n'y avait rien. C'était zéro Hmm. pointé. Et donc, du coup, quand il se lance, il lance le truc, et du coup, ce qui se passe, effectivement, et là, c'est un truc de malade, hein, parce que la sauce, que ce soit au Charity ou Barakasti, hein, c'est à peu près le schéma, mais Barakasti un peu plus, hein, l'ascension, elle passe de petite association à ONG humanitaire, on parle de millions d'euros, en même pas un an. Hmm. Et, et effectivement, ce qui se passe, bah, pour toutes ces assos, hein, il faut dire la vérité, eh ben, il se passe qu'on n'a pas les épaules pour. Parce que, il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas nécessairement diplômées, qui ne sont pas du domaine, parce qu'une asso commence toujours comme ça, tu vois. Tu ne penses pas Ouais, avec des ouais. professionnels au départ. Tu prends des gens passionnés, mais pas nécessairement professionnels. Et d'un coup, tu te retrouves avec des millions d'euros à gérer. Et sans Hmm. parler du côté notoriété, vous êtes les meilleurs, les plus beaux, etc. Donc, ouais, c'est Hmm. très, très, très complexe à gérer. Et si c'est Ouais, mal géré, en général, c'est la catastrophe après. ouais. Pour un peu détailler un peu un peu la transition, j'imagine que tu dois avoir tout ce qui est communication par rapport à l'image, faut la gérer, il faut gérer aussi le côté administratif, il faut gérer aussi la logistique des équipes. Ouais, et tout ça, si t'as pas des gens expérimentés, des gens qui savent faire, Mm. c'est très compliqué, hein. Ouais. Exactement. En fait, il y a toujours dans toutes les associations, alors là, c'est vraiment général, hein, que ce soit dans le monde entier, tu as toujours un point de bascule. Et il faut savoir repérer, si tu es Ouais. responsable d'assos, ce point de bascule. Il y a un point de bascule à un moment où tu passes de association, de quartier, un groupe de potes, un groupe d'amis, même s'il y a peut-être un ou deux salariés, tu vois, mais ça reste un groupe de potes ou d'amis, de réseau qui bouge, à, à une structure professionnelle. Ça veut dire que maintenant, bah, si effectivement, quand tu gères 1 000 € et quand tu gères 5 millions d'euros, tu vas pas gérer ça tout seul avec ton Excel. Tu vas prendre un vrai comptable, tu vas prendre, voilà, Hmm. et exactement pareil pour les projets humanitaires. Faire 3 colis à Stalingrad, c'est pas comme gérer des projets d'orphelinat ou d'hôpital, etc. Là, tu prends des médecins, tu prends des professionnels, des architectes, des ingénieurs. Donc Hmm. effectivement, il y a une point de bascule et il faut savoir le repérer, ce point de bascule. Il faut savoir le repérer et la sauce passe d'un groupe de potes à un truc professionnel, à limite une entreprise Hmm. et voilà, et ça, il faut savoir le gérer. Ouais. C'est très compliqué, hein. Beaucoup d'assos ont du mal à gérer ce point de bascule. Et comment vous l'avez géré du coup? Vous avez pu le voir, vous, ou vous l'avez pas vu, ou trop tard, ou... Je vais parler pour ma charity. Je vais parler pour ma Ouais. charity. Hmm. Bah, le point de bascule, ils l'ont bien géré. Pourquoi ils l'ont bien géré? À un moment, eux, ça a grandi ou ma charity, et ils avaient deux solutions. Soit ils continuaient, on dit, bon, on va continuer à collecter, à communiquer à fond les ballons. Ils auraient pu, hein. Mais ils se sont dit, mais attends, si on continue à collecter, on va faire comment pour dépenser tout ça? On est quatre bénévoles, ça va être compliqué Hmm. quand même. Et donc, ils ont fait quelque chose, ils ont baissé la com à un moment. Du coup, mathématiquement, bah, les dons baissent aussi. Ouais. Et là, à ce moment-là, bah, Bilal et l'équipe qui était avec lui à ce moment-là, c'était en 2016, ça, ils font un truc de très très bien d'ailleurs. Ils se disent, bah écoute, maintenant, il faut être franc avec nous-mêmes, on n'a pas les épaules. On n'a plus les épaules. Hmm. Donc, soit on ferme l'association là en 2016 et tous les fonds, on Ok. les reverse à une autre association, ou soit on prend quelqu'un en tant que directeur et dont on le missionne pour monter une équipe professionnelle. Hmm. Et donc, ils ont bien géré à ce moment-là ce point de bascule. Et ils se sont dit, bah, nous, on se met en retrait, tous les fondateurs, et on met un directeur à la place. Et c'est là où, bah, là, il me propose à ce moment-là, Bilal, il me propose le poste de directeur à ce moment-là, Douma Charity. Ok, donc tu étais le seul employé à ce moment-là. Premier employé. Voilà. Non, il y avait une seule employée qui gérait l'accueil, mais c'est tout. Mais bon, ça restait une employée, tu vois, plus secrétaire pour gérer les appels, etc. Mais ouais, j'étais le. D'accord. Voilà. Ok, et à l'heure actuelle, il y a combien d'employés chez Oma Charity? Aujourd'hui, on est une bonne vingtaine. Une vingtaine de Salariés, c'est gens ok. qui sont à temps plein ou à temps partiel. Ouais, à temps plein ou ma charity, sans compter après ceux qui sont salariés indirectement. C'est-à-dire on a des partenariats sur le Consultant, terrain. tout ça. Ouais.
Alors, soit Plus. consultant, en fait, sur le terrain, nous, c'est jamais nous qui allons sur le terrain. C'est pas Ouma Charity qui arrive et qui débarque dans un pays comme ça et qui dit on fait les choses. Hmm. On cherche un partenaire fiable, on évalue, Ouais, qu'on teste, etc. Ensuite, on crée un contrat avec eux. Et donc, eux, c'est des salariés indirects, c'est-à-dire qu'ils dépendent des aides d'Ouma Charity pour payer leur salaire. Donc, si on compte eux, ça fait pas mal de monde, mais on va dire salariés directs, c'est une vingtaine, ouais, d'accord. En France, quoi. Ou peut-être à en l'étranger, France. mais je veux dire, voilà, salarié C'est français. ça. Cool. Et ça a été quoi les postes clés, du coup, pour les postes que, avec le recul, tu te dis, ça, c'était, franchement, si on n'avait pas eu ces quelques personnes-là, ça aurait été compliqué. Bah, c'est simple, c'est la comptabilité et la finance. Ça, c'est la Ouais, première chose. Et ouais. ça, beaucoup d'assos, hein, c'est là où on fait l'erreur, en fait. En fait, Mhm. c'est là où on fait l'erreur. Donc, moi, alors, pour résumer, comptabilité finance, ça a été le premier poste. J'ai dit, je commence rien, je ne fais rien tant que j'ai pas ce poste-là. Ensuite, ça a été ben, un chef de projet, quelqu'un qui sait gérer un projet humanitaire, qui peut le mettre en place, qui peut l'évaluer, etc., le suivre. Donc, ça a été le deuxième poste. Et après, tout ce qui est admin, etc. Donc, c'était vraiment ces postes-là. Et là, l'erreur, elle est là, tu vois. C'est là où le point de bascule, il se fait. C'est qu'il y a des assos, quand elles arrivent à ce moment-là où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ils se disent, bah, tu sais quoi, au lieu de recruter ces postes-là, mettre le paquet dessus, ils vont mettre le paquet sur la com. Donc, ils vont recruter des community managers, ils vont recruter des vidéastes, ils vont recruter un tas de monde pour faire encore monter la sauce. Et là, le danger, Mhm. il est là. Et là, moi, voilà, c'est vraiment ce que je voulais pas faire. Donc, je suis parti plus sur ce côté-là, admin, finance, etc. Et après, bien sûr, par la suite, tout ce qui était com, etc. Mais c'est resté secondaire. Ouais. Il y a aussi un effet, aussi, peut-être tu n'en as pas parlé, je ne sais pas si vous avez eu cet effet-là, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es bénévole et que ça demande beaucoup d'engagement, au bout d'un moment, il y a un essoufflement qui vient, parce qu'en général, les personnes travaillent à côté, ils ont d'autres choses à faire aussi à côté. Est-ce que vous avez ressenti un peu cet essoufflement des bénévoles Ah, totalement, totalement, totalement. Bah déjà, l'équipe, on va dire vraiment l'équipe de le cœur, eux, ils vivaient de leur chômage pour travailler à temps plein avec ma Charity, c'est leur chômage. Leur chômage est arrivé à fin. Donc ils Hmm. se sont dit comment on fait maintenant? Et ils voulaient vraiment pas être salariés, hein. Eux, c'était un engagement qu'ils ont fait entre eux et eux-mêmes. Ils ont dit entre eux et Allah, ils ont dit on sera jamais salariés. Et donc eux, ouais, c'est un essoufflement. Et les autres bénévoles aussi, ils s'essoufflaient aussi. Donc ouais, on peut pas à ce moment-là que miser sur un bénévole. Un bénévole, tu peux miser sur lui sur certaines tâches, certaines missions, mais tu peux pas miser sur une activité quotidienne, professionnelle avec un certain niveau d'exigence, tu peux pas à un moment. Tu peux plus. Ouais. C'est comme une boîte. Vraiment, voilà, tu montes une boîte, tu peux pas dire je monte une boîte qu'avec des gens qui vont bosser gratos. À un moment, Hmm. tu te dis, bah, il faut salarier. Ça fait partie de. Il faut l'accepter. C'est dur, hein. Moi, au début, je ne l'acceptais pas. Quand j'ai commencé dans l'humanitaire, moi, je trouvais ça aberrant. Je dis, comment? Vous êtes humanitaire, vous êtes salarié? Mais c'est pas possible. Non. Tu Fiabilité. vois, c'est fils Abilillah, le fameux fils Abilillah, tu vois. Et non, fils Abilillah, c'est pas que ça. Et après, on découvre, non, que même dans l'islam, tu vois, par exemple, quand tu prends les catégories des personnes qui collectent et qui dépensent la zakat el-mel, Hmm. eux-mêmes sont bénéficiaires de zakat el-mel. Ils ont un salaire. À l'époque, ceux qui géraient les fonds publics, les impôts, tous avaient des Hmm, salaires. Et c'est hmm. normal. Et c'est normal. Ouais. Il n'y avait pas eu trop de débat par rapport à ça, par rapport à employer des personnes. Non, il n'y a pas eu de débat. C'était naturel. Hmm. C'était naturel parce qu'ils l'ont vu. Donc non, ça s'est fait naturellement. Franchement, ça s'est fait naturellement. Pour recruter des talents, est-ce que vous avez eu du mal? Est-ce que, par exemple, vous ne pouvez pas proposer des salaires suffisamment élevés pour être assez attractif, je veux dire? Bien sûr. Nos salaires, à l'époque, quand moi je reprends, étaient très, très, très bas. En clair, Ouais. ça avoisinait le SMIC pour la plupart. Hmm. Aujourd'hui, on a pu revaloriser un peu les salaires, mais on reste toujours en dessous du marché. Ça, c'est une évidence. Et ça, on le dit à chaque fois qu'on fait un recrutement, et donc c'est pour ça aussi c'est compliqué. On leur dit, vous serez toujours en dessous du marché, malheureusement. On ne pourra jamais se permettre, nous, c'est tuer la sauce si on fait ça, d'aller au-delà de certains seuils. Ouais. Ouais, ça, j'imagine que ça peut poser un peu de problème pour recruter les talents et parce que c'est vrai que les meilleures personnes en général sont les personnes aussi les mieux payées. Et Tout à fait. bon, c'est vrai que quand certaines personnes se voient peut-être de diminuer par deux ou par trois leur salaire, ça va être compliqué Mm. d'accueillir franchement, les gros talents, quoi. Très, Euh, très, très dur, effectivement. Ouais. vous avez vu Très dur. des personnes que vous avez interviewées, qui étaient intéressées, mais qui vous ont dit, franchement, je suis intéressé, mais le salaire, Mm. c'est pas possible. Ah, énormément. La majorité. Nos recrutements, la majorité de nos recrutements, c'est refus pour le salaire. Après, ça fait un petit fil parce qu'on sait que des gens quand même passionnés, mais quand même, c'est dur. C'est dur parce que des fois, ouais, effectivement, tu peux pas. Et des fois, il y a un niveau d'exigence, etc. Et tu dis, zut, c'est compliqué. Mais alhamdoulilah, ça fait partie. C'est pour ça qu'une association, bah, elle va avancer moins vite qu'une société qui peut dire, tiens, j'investis à fond, je prends un Ouais. tas de têtes, etc. Bah, il faut aller plus à tâtons. Mais voilà, on y arrive, alhamdoulilah, on y arrive. Et vous, enfin, ou plutôt toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que si par exemple vous aviez les moyens, vous avez beaucoup de dons, etc., et que tu avais la possibilité de prendre voilà, les tops du top, ou bien des personnes vraiment compétentes,
Est-ce que tu te dirais non, parce que c'est l'argent de la Oumma, faut qu'on l'utilise dans le bien, faire des dons, tout ça, ou bien tu te dirais non, en fait, si on a des personnes talentueuses, du coup, on pourra faire du meilleur travail et mathématiquement, ça sera des meilleurs dons, etc., etc. Alors, si je pouvais, moi, payer effectivement enfin, l'association au top du top, bien sûr, on le ferait. Hein, c'est pas, comme je dis, c'est pas notre argent. Ça, c'est très important. Ça, c'est Ouais, rien notre argent, c'est l'argent qu'on nous confie. Et donc, il faut faire attention. Alors, nous, on est limité. Hein. Nous, on s'est mis une règle en interne à Ouma Charity. On s'est fixé qu'on ira, on provisionne 12,5% des dons. ouais. Ça, c'est ce qu'on Un utilise pour huitième les frais de fonction. Voilà, c'est ça, par un rapport à la huitième. zakat. Ouais. Et tu as tout compris. Ah, direct, tu as compris. C'est exactement ça. On s'est dit, on met un huitième de côté. C'est ce qu'on utilise pour nos frais de fonctionnement. De temps en temps, on est obligé, ce qu'on appelle de l'investissement. C'est-à-dire, tu dis, comme tu as dit, hein, des fois, tu vas dire, bah, tiens, je vais prendre lui alors que je vais peut-être dépasser mes 12,5, mais il va me rapporter plus derrière. Donc, on se permet jusqu'à 20%. Voilà, ça, c'est notre ligne haute, mais c'est 12,5 qu'on provisionne. On travaille toujours sur 12,5%. Donc, on ne dépasse pas. C'est un peu notre. Et ça, c'est nos frais de fonctionnement. Maintenant, on aimerait sortir de ça, je ne te mens pas. Hein. On y réfléchit, ça va prendre quelques années. On a des pistes, mais on aimerait arriver au 100%. C'est compliqué. Sachant que nous, on n'est pas subventionné, on a zéro subvention. Donc, c'est que du don et c'est que du don du particulier. Hein. C'est le gars qui va sur notre site et qui fait un don en ligne. Hein. Donc, c'est que ça. Et on aimerait sortir de ça. Ouais. On a quelques Sortir de quoi? pistes. J'ai pas compris. C'est-à-dire sortir de quoi? Sortir des 12,5%. Si on arrive à faire du 100%, c'est-à-dire 100%. Aux États-Unis, il y en a, ils ont réussi. Il y en a beaucoup. En Comment ils Angleterre, ça arrive font? plus souvent. Alors, alors aux États-Unis, ce qu'ils arrivent à faire, c'est notre mentalité. C'est qu'en fait, ils font, entre guillemets, deux caisses. Ils disent ça, quand tu donnes là, c'est pour le projet, ce sera que pour le projet. Par Mhm. contre, si tu donnes pour ça, ça sera pour la structure et pour ses frais de fonctionnement. Et ils font des galas énormes et ils arrivent à collecter. Parce que là-bas, ils n'ont pas cette mentalité de tu vas payer des salaires, tu vas payer un loyer, tu vas payer de l'électricité, tu vois. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, ils arrivent à Mhm. donner mais des sommes colossales pour les frais de fonctionnement. Et ça leur permet à côté de dire tout le reste de l'argent, on n'y touche pas. Ouais. Nous, ma charity ou d'autres assos, hein, si je pense aujourd'hui, mais ça va, j'espère arriver, hein, les mentalités changent. Si on commence à dire, voilà, grosse campagne, collectons 1 million d'euros pour les frais de fonctionnement de ma charity, je suis pas sûr que les gens sont motivés à donner. On le voit, les donateurs disent, ouais, mais moi, je vais donner pour un puits. Je fais, mais indirectement, c'est pour le puits que tu fais. Ils ne comprennent pas, les gens. C'est dur Ouais, encore, ça. ça c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il Ouais. y a aussi des assos même en France, qui laissent le don. Tu peux payer les frais de fonctionnement séparément. En fait, quand tu fais le don, tu peux payer 5%, tu peux choisir un peu le pourcentage tout seul. Il y a ça aussi que tu retrouves chez Lounge Gold et tout. Même si à l'OASO, je crois que tu peux faire ça. Et l'OASO, CotisUp, voilà, la plupart. Alors ça, c'est des plateformes, c'est un peu différent, mais ouais, Ouais. il y a effectivement ce côté pourcentage. Mais on a fait, nous, quand même une étude. Hein. Si on fait ça, nous, dans le cadre de l'association, c'est-à-dire on laisse libre cours à la personne de choisir son pourcentage, on est mort. On est mort. Ouais. Parce qu'on Ouais, c'est n'a vrai pas que non plus. Voilà. ça sera moins de 12,5, c'est sûr. Ouais, ça sera moins de 2,5, ça c'est sûr. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre pour l'instant. Après, nous, les pistes sur lesquelles on travaille, c'est plus monter c'est simple, du commerce tout simplement à côté. Donc, Ouais. monter des actions qui sont, elles, lucratives et 100% des bénéfices paieraient, et ça D'accord. permettrait, on espère, de diminuer tout doucement ce pourcentage-là. Ouais, ça serait... Ok, d'accord. Très bien. C'est intéressant. Au niveau des actions menées par Roma Charity, ça a commencé comment et ça en est où maintenant? Ça a commencé par des sandwichs, comme beaucoup d'assos. C'est-à-dire, ils préparent des sandwichs à la maison, on les distribue aux SDF qui sont en bas, en bas dans le quartier. Ça a commencé comme ça. Après, c'est parti sur des puits. Et là, aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Bah, aujourd'hui, déjà, c'est plus des puits, on fait que des forages. Donc ça, c'est constant toute l'année. C'est beaucoup d'aide alimentaire, beaucoup d'aide aux réfugiés. Différence puits Euh, c'est- forage? alors, puits, je vais essayer de résumer très rapidement. Hein. Ouais. Je vais vulgariser, mais au max du max. Puits, c'est un trou dans le sol pour récupérer ce qu'on appelle l'eau d'écoulement. C'est-à-dire l'eau de pluie qui Avec une pelle tombe. et un seau. Voilà, j'exagère, mais c'est un peu ça. En fait, on fait un trou, alors que le forage, on va creuser la terre qui est au-dessus, on va creuser la roche et on va aller chercher dans la nappe phréatique, donc l'éponge qui stocke l'eau depuis des millénaires, machallah, on va la puiser directement là-bas. Et là, c'est une eau qui est filtrée, c'est une eau, t'en as pour 50 ans, voire 100 ans d'eau avec des débits colossaux, alors que l'eau d'écoulement, le puits, pardon, qui prend de l'eau d'écoulement, souvent, très souvent, bah, c'est de l'eau qui n'est pas bonne. Tu vois, c'est là, tu vois, je parlais du point de bascule. Et là, c'est un bon indicateur. Pourquoi? Moi, quand j'arrive au Macharity, je vois, on fait des puits. On en fait plein. Alors, moi, ce que je Hmm. fais, c'est que je prends un chef de projet et le chef de projet dit, bah, tiens, on va aller évaluer nos puits. Enfin, on fait une éval avant de se relancer, voir où est-ce qu'on en est. On est parti, on avait fait 13 puits durant les 6 mois avant. On va les évaluer, ces 13 puits. Les 13 puits qu'on a fait au Sénégal, tous étaient impropres à la consommation.
Parmi ceux qui étaient impropres à la consommation, il y en avait même qui étaient impropres à l'agriculture, pour dire. Tellement ils étaient. C'est Ouais. ça, parce que c'est quoi? C'est la boue qu'il y a autour qui tombe dedans, ce genre de choses. C'est les animaux, en fait, c'est des matières fécales. Comme autour, c'est que des animaux. Et comme tu sais, il n'y a pas de végétation, et ben, sachez qu'il y a des excréments à perte de vue. C'est de Ouais, l'eau d'écoulement, donc ça retombe dans l'eau. Et sans parler après de la pollution, parfois tu as des décharges, machin, etc., parce qu'il n'y a pas vraiment de gestion, on va dire, des déchets. Et du coup, tout ça se retrouve dans l'eau d'écoulement, dans les puits. Et on s'est dit, mais attends, on est en train de donner de l'eau que nous, on se dit, mais jamais de la vie, j'irai boire une goutte. jamais Et de là, on la se dit, vie, mais qu'est-ce qu'on fait en je fait? me lave les pieds dedans. Et tu vois le point de bascule est là. Voilà, et encore. Et là, tu dis, mais attends, j'ai deux solutions. Soit je communique à fond les ballons, je dis, eh, regardez, ma charité fait des puits, etc. Et ça, je le mets de côté, j'arrête mes tests. Et là, je collecte à fond, hein. Ça Ou marche bien, soit ça, en j'arrête. plus. Ouais. Et ça marche bien. Et nous, on a arrêté. Et pendant presque 2 ans, on a plus financé. Les gens ne comprenaient pas. On a perdu des donateurs, hein, mais c'est pas grave. Les gens disent, mais attendez, on vous donner pour l'eau et tout. Je dis, mais pour l'instant, on ne fait plus rien. On fait ni puits, ni rien. On trouve une autre solution. Et là, on est parti sur les forages. Les forages, c'est autre chose parce que les forages, là, on a visé entre 12 000 et 15 000 euros le forage. Alors qu'un Ouais, puits, 300, 400, 500 balles, tu peux en faire un. Et, ouais. mais voilà, on préfère aller là-dessus. Et là, on est sûr. Là, on fait des tests, machin. Et là, on part sur des vrais. Voilà, on change Hmm. radicalement vraiment la vie des villages qu'on aide, quoi. C'est pas simplement Ouais. un point d'eau qu'on fait. Ah, ça, c'est important parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des puits, notamment par exemple quand il y a des décès, ce genre de choses, ou pour soi-même, en pensant que c'est une sadaqa jariya qui va durer des centenaires. En fait, ça dure quelques mois, quelques années au C'est ça, maximum, quoi. tout à fait. Après, attention, hein, je mets un petit bémol, c'est que c'est nous, dans la région, au Sénégal, où on agit. Maintenant, Hmm. effectivement, il y a des régions où il y a des puits, ils n'ont pas de problème, parce qu'il n'y a pas de problème comme ça de pollution du sol, où il y Hmm. a vraiment de l'eau, tu vois, assez souvent, etc., etc. Donc, ils tarient très peu. Donc, il y a des pays où il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que tous les assos qui font des puits sont mauvais. Ouais. Au contraire, il y a des assos qui font, je pense à Life, par exemple, qui fait eux, beaucoup de puits, et je sais que eux, derrière, il y a une vraie équipe qui gère, voilà, donc, on peut faire des puits correctement. Mais nous, c'était un choix. Mais toi qu'il arrive, les puits normaux durent en moyenne beaucoup moins longtemps qu'un forage. Ça, Ah, c'est un ça, peu c'est une trop. évidence, bien sûr. Hmm. Ah, là, tu tapes dans la pratique, tu tapes dans le. Là, tu arrives, et des fois, tu as des débits, mais de malade mental. Des fois, quand on fait des forages, tellement c'est puissant, c'est pas que le village que tu arroses. Tu peux limite arroser toute la région avec, tu vois. Parce que Hmm. c'est tellement, tu as un débit de fou. C'est pas comme un puits. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ok, donc désolé, je t'ai interrompu par rapport aux autres actions. Donc, tu as parlé des puits, tu as parlé des sandwichs au tout début. Euh, Voilà, qu'on a arrêté. Alors ouais. là aussi en France, ouais, aujourd'hui on a une bonne présence en France. On a un pôle social. Alors le pôle social, il est un peu spécial notre pôle social, c'est que nous on fait pas de maraude, etc. On travaille sur Ouais. dossier. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous, ils disent voilà j'ai un besoin, je suis en galère, etc., etc. On va prendre le dossier, on va évaluer. Ensuite on va voir tout ce qui peut être fait au niveau des associations, au niveau des institutions. Et si on voit qu'il manque des choses qui sont impossibles à gérer, nous, on va prendre en charge et on va l'aider jusqu'à le sortir de sa précarité. C'est vraiment l'objectif. Hmm. C'est-à-dire, on prend son dossier et on le suit. Et là, c'est des milliers et des milliers de familles qui sont passées par ces dossiers-là. Et voilà, c'est un suivi complet. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une aide alimentaire, comme ça peut être financer une formation, comme ça peut être payer un loyer, comme ça peut être. Alors là, il y a reloger des personnes, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir les gens de la précarité. Et là-dessus, D'accord. on a des petites success stories, on a même plein mal, mais il y en a une en particulier, moi, que j'aime bien l'évoquer. On avait un bénéficiaire qui était chez nous, donc du pôle social, qui était en galère parce qu'il n'avait pas le droit à certaines aides, qui était vraiment en galère financière totale. Il était étudiant à l'époque. Donc on l'a aidé jusqu'à il a obtenu son diplôme. Il est devenu ingénieur. Il est devenu donateur d'Ouma Charity, du coup, alors qu'il était bénéficiaire. Et aujourd'hui, il est directeur adjoint d'Ouma Charity. Donc du coup, Ah, ouais. alors, Incroyable. ouais, c'est ça. C'était quelqu'un qui venait d'Algérie, qui était vraiment, il avait rien, hein, aucune ressource, il n'avait pas le droit à la bourse, il avait le droit à rien. Tout ce qu'il avait le Ouais. droit, c'était un logement et encore une petite chambre. Et donc, il était vraiment zéro revenu. Et aujourd'hui, il est Hmm. directeur d'Ouma Charity. Et vas-y donc. Belle histoire. Tu m'as parlé d'orphelinat aussi. Il y a des orphelinats, des écoles, non? Alors, orphelinat, on est sur des projets d'orphelinat. On a fait à l'époque. On a arrêté Mhm. parce qu'encore une fois, c'est compliqué à gérer les orphelinats. C'est pas quelque chose de, Ouais. de Ouais. aisé. Mais on est sur des projets. Bah là, je repars en Mauritanie là, au mois de décembre et je vais visiter justement des projets d'orphelinat pour voir est-ce qu'on peut reprendre ou pas. Et après, on a un gros, gros volet, c'est l'autisme. Là, c'est un gros L'autisme. volet. Mhm. Ouais, on est tombé dedans en 2017. On n'est plus ressorti parce que c'est vraiment un monde. Et ouais, on a un centre au Maroc là, qui se construit. On forme des personnes, on fait de la sensibilisation. Bon, en Mauritanie, là encore une fois, on va inaugurer un petit centre. On va faire de la sensibilisation aussi. Donc, ouais, c'est vraiment là, c'est un gros, gros, gros chantier, l'autisme chez nous. Ça représente ouais, pas mal de nos actions. Mhm. Mhm.
Peut-être que les gens ne savent pas, sont pas très bien sensibilisés par rapport à l'autisme. En tout cas, moi, je ne le suis pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire Ouais. deux, trois mots par rapport à ça? Alors, l'autisme. Alors, l'autisme, c'est l'autisme, c'est déjà, c'est pas une maladie en soi. Ça, il faut bien l'entendre. C'est pas quelque chose que tu attrapes, tu vois. C'est pas comme la trisomie ou Mhm. encore le cancer ou je ne sais quoi, tu vois. C'est pas des choses comme ça. C'est vraiment un trouble. C'est le cerveau qui fonctionne différemment, tout simplement, d'une personne. Et donc, elle a une vision du monde qui est différente. Et souvent, bah, cette vision du monde différente, ou cette manière de voir le monde différemment, fait que parfois, bah, elle va avoir du mal à se mettre dans la société. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, en général, une personne autiste a du mal à évoluer, voire se retrouve carrément bah, hors système, c'est-à-dire qu'il ne peut plus parler, il ne sait même pas s'asseoir correctement à une chaise sans problème, manger, etc. Par contre, s'il y a une prise en charge, ces jeunes en général, on est capable, au fil du temps, bah, que la personne puisse travailler, parler, communiquer, manger, etc., normalement. Et donc voilà, pour résumer grosso modo. Donc c'est vraiment un trouble neuronal, tu vois, c'est un fonctionnement différent du cerveau. Là, tu évoques peut-être le syndrome, enfin, le syndrome enfin, il y a plusieurs niveaux d'autisme. Oui, Peut-être le plus oui. grave, non? Ou moyen, Non, même pas. On va dire le plus classique, le plus plus courant. classique. Le plus grave, non, le plus grave, c'est des personnes, ils pourront plus jamais parler ni rien du tout. C'est tellement, le trouble est tellement fort que, ou les plus graves, c'est les violents aussi, ceux qui expriment que par la violence. Et après, effectivement, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'autisme aujourd'hui, on parle de spectre autistique. C'est tellement large. Et après, tu as les Asperger, effectivement, c'est les autistes Ouais, dits de haut niveau, où eux, ce dérèglement du cerveau va engendrer des capacités spéciales. Et ouais, là, tu te retrouves avec des personnes incroyables hein, qui peuvent parler 10 langues, qui peuvent ouais. compter n'importe quel calcul, qui sont plus forts qu'une calculatrice, etc., etc. Mais bon, ça, c'est les cas rares, justement. On n'en parle pas trop, nous, justement, parce que c'est ceux dont on parle le plus, mais c'est les cas les plus rares. Ils sont très, très Hmm, rares, ces cas-là. Donc, mais la majorité des cas, non, c'est des personnes qui. Et ça, c'est ça qui s'est passé. C'est quand nous, on est parti au Maroc, après en Mauritanie, dans nos pays d'intervention, et qu'on a découvert ça. On a vu des cas, mais c'est c'est chaud. C'est-à-dire que les personnes, comme elles sont démunies, elles ne sont pas formées, elles ne savent même pas c'est quoi l'autisme, tu vois. Donc, ce ouais. qui se passe, pas d'autre solution, elles vont enchaîner l'enfant, elles vont l'attacher, elles vont le mettre dans une pièce, et il va passer toute sa vie comme ça, tu vois. Et on a vu mais je ne raconte pas les situations que l'on voit, hein. C'est, tu vois, des enfants attachés toute leur vie avec en train de, tu vois, leurs excréments, leur urine, un peu comme des animaux, tu vois, presque. Quand tu vois ça, tu te dis, oh là là là, c'est chaud. Et, euh, et, euh, et, et à la différence, on a vu quand il y a une prise en charge, ben, on voit une évolution de malade, mais de fou. Hmm. Le jour et la nuit. Euh, c'est le terme, le jour et la nuit. Et c'est vrai que nous, tu sais, dans l'humanitaire, on cherche une rentabilité, mais pas une rentabilité financière, une rentabilité humaine. On se dit, est-ce Hmm. que tel projet va changer vraiment radicalement la vie des gens ou pas? Si j'apporte Ouais. un petit sandwich à quelqu'un, ça ne va pas non plus changer sa vie, c'est bien, hein, c'est bénéfique, mais ça va pas radicalement changer sa vie. Et on cherche, nous, ce qui va le plus. C'est pour ça que tu as le puits, forage, on ne s'est pas posé la question. On a dit forage, c'est plus rentable, entre guillemets. Hmm. Là, c'est pareil avec l'autisme. On s'est dit, mais c'est ultra rentable ce machin. C'est-à-dire, on arrive à mettre un petit peu de fonds, un petit peu de sous, un peu de moyens dans un truc, et on voit ce changement-là. Donc, on a sauté dessus. On a sauté D'accord. dessus. Et aussi, on a vu que très peu, voire quasi aucune association ne travaille vraiment dessus, tu vois, encore moins les ONG humanitaires. Donc là, on s'est dit, bah, nous, on va le paquet dessus. Et vous arrivez du coup à attirer des donateurs? Alors ça, c'était un défi. Aussi, tu sais, au départ, quand on s'est lancé sur ce projet-là, on s'est dit justement, c'est mort. C'est mort, on ne peut pas Hmm. le faire. Donc c'était Daoud, un spécialiste de l'autisme. Je ne sais pas si tu as vu le film Hors Norme. Non. Euh, donc c'est un film, et ben, c'est un film qui retrace la vie de ce monsieur Daoud, c'est lui, hein, notre bénévole, c'est lui qui nous a sensibilisés à l'autisme, etc. C'est lui qui se charge de ces projets-là chez nous. Et donc, il me dit, voilà, il faut collecter, etc. Moi, je dis, Daoud, tu ne pourras pas collecter. Je dis, toi, tu as déjà essayé? Il me dit, j'ai déjà essayé. Ça fait des années que je cherche à collecter, je ne collecte rien. Et un jour, ben, en 2017, j'ai réuni tous les salariés et je leur dis, écoutez, ça, on sait, nous, en tant qu'humanitaires et professionnels, que ça va changer la vie des gens. Est-ce qu'on est prêt? Là, on se lance, on fait une campagne Ramadan uniquement sur l'autisme. Par contre, si on se rate, vu qu'on n'a plus les 12,5%, tu vois, eh ben, on n'a plus de fonds pour payer les salaires. Donc, ça veut dire que si on se rate, eh ben, on se met tous au chômage dans quelques mois. Ou alors, on arrête les autres Hmm. projets d'Ouma Charity. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure? Hmm. Tous les salariés disent, ouais, on y va, go. On s'est lancé et en 2017, le Ramadan, on a fait l'autisme et alhamdoulilah, on a collecté ce qu'il fallait largement même. Et finalement, il s'est passé tout l'inverse. Ça a pris. Alhamdoulilah, ça a Alhamdoulilah. pris. Alors que ça prenait Alhamdoulilah. pas avant. Donc aujourd'hui, on n'a plus de problème. Non, au contraire, l'autisme aujourd'hui, ouais. Très bien. Bah, alhamdoulilah, Ouais. c'est une bonne chose. Je voulais te parler un petit peu de vision. Euh, Ouais. Quelle est la vision de ma charity? Quel est l'objectif de ma charity?
Est-ce que c'est quelque chose voilà, que tout le monde comprend dans l'association et voilà, qui donne un peu la ligne directrice de l'association? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, maintenant, aujourd'hui, je suis plus directeur, donc je suis président, donc je suis bénévole. Et mon rôle avec le conseil d'administration, c'est justement ça, c'est veiller à ce que la ligne directrice, les grandes lignes soient connues, comprises des salariés et respectées. Et donc, oui, oui, bien sûr, aujourd'hui et régulièrement, surtout là, on a eu pas mal de nouveaux salariés là, récemment, donc il y a toujours ce rappel effectivement de nos valeurs. Il y a toujours un cadre qui, lui, ne doit pas bouger, tu vois, qui peut bouger un peu, mais effectivement. Et Mhm. nous, notre cadre, bah, c'est l'éthique déjà. C'est-à-dire que nous, on fait ça, même si on est une assoce d'intérêt général, c'est-à-dire que nous, on est tout le monde, hein, il n'y a pas de distinction, on n'est pas religieux, hein, c'est important de l'entendre. On ne fait Mhm. pas de mosquée, on ne fait pas de Coran, on ne fait rien de tout ça. Nous, c'est vraiment l'humanitaire, mais nos valeurs, c'est des valeurs islamiques, notre éthique. Dans les salariés, on a des salariés musulmans, non musulmans, hein, dans nos bénévoles, etc., etc. Mhm. Mais le fondement, c'est celui-là. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nos valeurs, c'est la rigueur, c'est la transparence aussi, chose sur laquelle on bosse pas mal. Et voilà. Et donc ça, bon, après, je résume rapidement, hein, mais oui, oui, bien sûr, il y a des valeurs. Et chaque association, elle a un peu tu vois, c'est son Son étiquette, tu vois, c'est ADN. ses valeurs, Mhm. son ADN, effectivement. Donc nous, on veille effectivement, que ce soit moi en tant que président et ceux qui sont avec moi au conseil d'administration, on veille à ce que l'ADN soit respecté au sein d'Ouma Charity. Mhm. Et comment est-ce que vous choisissez, enfin, qu'est-ce que vous essayez d'accomplir, grosso modo, avec l'association? Je sais que c'est un peu général, mais est-ce que vous vous sentez poussé par une mission et si oui, laquelle? Ah oui, 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 il y a une mission, hein. Moi, comment je le vois, hein, si je dois résumer en deux, trois phrases, c'est aider. Avant, à une époque, quand je dis à une époque, c'est dans les débuts, on disait le maximum de monde. Ça, on a reformulé. C'est aider le plus de monde, mais correctement. C'est-à-dire, il faut mieux Mhm. aider une personne correctement et la sortir de sa précarité qu'en aider 25 000, mais juste leur apporter un café. Donc, aider les personnes au mieux, ça, c'est un premier volet. Et deuxième volet, c'est gérer au mieux le dépôt qu'on nous confie. Ça veut dire, là, on rentre dans la transparence et la rigueur. C'est-à-dire, on nous confie de l'argent. Il faut qu'on arrive avec cet argent qu'on nous a confié, qui n'est pas le nôtre, aider au mieux les personnes et ensuite rendre des comptes à nos donateurs au mieux aussi. Donc voilà, grosso modo, hein, si je dois résumer, c'est vraiment là la mission. Et nous, on aimerait, hein, moi je ne mens pas là, c'est un peu sur la chose sur laquelle on travaille. On aimerait être un peu, ce que je disais aussi en interne à nos équipes, être un peu l'Amazon de l'humanitaire. C'est un peu un rêve, un kiff. C'est que toi, demain, tu donnes à l'association, on puisse être en mesure de te dire, bah, l'argent, il est parti là, on en a fait ça, il est arrivé là, voilà où est le projet. En clair, tu es au courant de tout. Et ça, il faut l'entendre. C'est qu'une association, c'est pas son argent, c'est pas son Mhm. argent. Et il faut que nous, on soit en mesure de le faire. Et nous, on y travaille, hein. On travaille même beaucoup en interne. Ça ne se voit pas encore aujourd'hui beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail en interne d'abord, mais on y Mhm. travaille beaucoup pour arriver à cette phase vraiment de transparence totale et de suivi total des dons. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous choisissez l'autisme et pas le sida ou pas les cancers ou pas d'autres choses? Bah, je te mens pas, ça se fait au fil au fil hein, enfin, de nos rencontres, oui, de nos travail. Par exemple, si je prends l'autisme, on ne l'a pas choisi. C'est-à-dire que nous, on allait à la base pour faire une caravane médicale. Dans la caravane médicale, on trouve une assoce qui travaille dans l'autisme, toute petite assoce. Et de là, on se pose la question, est-ce qu'on peut... En fait, c'est des questions qu'on se pose. En fait, le projet, ce qu'il fait, c'est quand il va sur le terrain, il se passe qu'on fait des missions exploratoires. On va explorer un peu un terrain et on va voir quel est le besoin. Une fois qu'on Mhm. a défini un besoin, et ben on va se poser la question, est-ce qu'on a, nous, les moyens d'y répondre à ce besoin? Et on fait des évaluations comme ça. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est pas, voilà, c'est pas. Mais après, effectivement, on essaie de rester dans ce qu'on est. C'est-à-dire, on évite, on pourrait le faire, hein, mais on évite d'aller sur non plus 20 volets. Par exemple, là, on travaille sur une thématique qui est nouvelle, qui s'appelle les enfants de la Lune. Ça, c'est des enfants en fait qui peuvent pas voir la lumière du soleil. Donc, ils ont des casques, des scaphandres, etc., etc. Donc, ça Ouais. aussi, ça s'est fait au fil du truc. C'est-à-dire que quand nous, on va au Maroc et qu'on fait nos actions, on tombe sur Stassos qui nous sollicite. On va l'aider au début sur une petite aide parce qu'au début, il n'y a pas besoin de beaucoup d'évaluation. Et au final, on se dit, mais attends, là, on pourrait faire un super truc. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça se fait vraiment au gré des rencontres, hein. Il n'y a pas de. C'est pas on se lève le matin. Ça c'est très important. C'est pas nous, on se lève le matin. Et ça, il faut jamais le faire d'ailleurs. C'est pas moi, je me lève le matin en tant que président et je vais voir l'équipe là-bas projet. Je leur dis, bon, désormais, vous allez me faire un orphelinat. Débrouillez-vous, trouvez-moi un endroit et faites-moi un orphelinat. Non, parce que l'humanitaire doit partir du besoin. C'est-à-dire que tu captes un besoin et après, tu crées un projet autour. Mais pas l'inverse. C'est pas, tu arrives avec un projet dans ta tête, tu dis, tiens, je vais le poser là-bas, je vais le mettre en place. Ok, très bien. Il y a souvent des scandales qui sortent dans différentes associations en France, à l'étranger, tout ça. Et d'ailleurs, la plupart des donateurs, je pense que tu le penses aussi, font pas suffisamment de recherche par rapport à qui donne leur argent. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à ton expérience, toi?
Comment faire pour bien donner? Quels sont les scandales, les types de scandales qu'il y a en général que tu peux voir? Il y en a des scandales, hein. Et moi, je te mens pas, je vais être franc, hein. Pourquoi je le sais? Parce que moi, à un moment, j'avais divorcé de l'humanitaire. C'est le terme que j'utilisais. J'ai dit, j'arrête l'humanitaire. Stop. Que ce soit dans les assos dites musulmanes ou même les autres. J'ai fait un peu un tour et tout ça. Je dis, bon, j'arrête. Bah après, bon, qu'on m'a proposé Ouma Charity, on m'a dit vraiment, là, tu as, vraiment la carte blanche et que je connaissais l'asso, c'est là où je reprends les choses en main. Mais j'avais divorcé parce qu'effectivement, j'ai vu trop de scandales. Et le plus gros scandale, hein, il faut dire la vérité, le plus gros scandale, c'est la gestion des fonds. Hmm. C'est-à-dire, quand toi, tu arrives, tu es un petit jeune de quartier, etc., tu montes ton assos, et qu'au final, tu te retrouves avec des millions d'euros dans la main, avec une notoriété, des millions d'abonnés, des gens qui te félicitent tous les 3 matins, que ce soit le donateur ou le bénéficiaire, bah, ça monte parfois un peu à la tête. Et du coup, bah, cet argent, bah, il ne va pas là où il doit aller, tout simplement. Et ça, c'est, je crois, le scandale qu'on voit dans la plupart des associations musulmanes, non musulmanes, françaises ou étrangères, hein, ça, c'est partout. C'est une Hmm. gestion des fonds qui est catastrophique. Il faut savoir qu'en France, par exemple, moi, aujourd'hui, à Ouma Charity, si je prends mon million d'euros et que je m'achète une flotte de voitures de fonction pour tous mes salariés, j'ai le droit. Tant que j'ai des factures, personne ne viendra me dire tu as fait n'importe quoi. Et ça, c'est Hmm. problématique. Rien ne m'empêche d'aujourd'hui de payer des iPhones, les derniers iPhones, derniers Mac et dernières voitures à tous les salariés et à tous les bénévoles et les mettre bien. Rien ne m'interdit tant que c'est facturé et que c'est suivi. Et donc, du coup, bah, ça monte à la tête. Tu dis, attends, j'ai des millions d'euros là dans la main, j'ai un compte en banque bien rempli, bah, je peux faire ce que je veux avec. Et après, dans un deuxième travers, c'est la com. La com, c'est aujourd'hui, et c'est une réalité, hein. Là, aujourd'hui, avec un coup de fil, mais vraiment, hein, et je te mens pas, hein, dans l'après-midi, là, en fin de journée, j'ai une vidéo avec des colis ou Charity, avec une super vidéo, je la balance sur les réseaux sociaux, je me fais 10, 20 000, 30 000, 50 000 euros là tout de suite dans l'après-midi, avec un coup de fil. C'est ce qu'on appelle Hmm. la com. C'est-à-dire, j'appelle mon partenaire sur place, je dis, écoute-moi, fais-moi une centaine de colis, mets-les bien comme ça, bien alignés, hein, que ça fasse beaucoup. Fais une super com derrière, et beaucoup d'assos tombent dans ce travers, où la collecte va primer sur l'aide. C'est pas tout, attention, hein, mais Hmm. c'est celle qui n'arrive pas à passer le point de bascule. Bref, en tout cas, voilà, ça, c'est les plus gros scandales, bien sûr, c'est le détournement des fonds, entre guillemets, que ce soit direct ou indirect. Et après, bah, c'est simple, c'est très simple. Pour se préserver de ça, appeler les associations, posez-leur la question. S'ils bégayent, s'ils sont incapables de vous dire où est parti l'argent, ou Hmm. alors ils sont trop vagues. Alors, vous avez fait quoi avec l'argent? Ah, bah, on aide un petit peu là-bas et là-bas. Ouais, mais concrètement, comment vous gérez? Dites-moi. Est-ce que je peux venir dans les locaux et regarder comment vous gérez les fonds? S'ils bégayent, ils vous disent non, je ne sais pas, etc., posez-vous des questions. Ouais. Voilà, posez-vous des questions. Il faut, et je répète, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est un dépôt. Moi, aujourd'hui, je donne de l'argent. Je te donne à toi, Abdelrahman, à titre personnel. Et je te dis, s'il te Mhm. plaît, quand tu iras dans tel pays, va donner à telle personne qui est démunie. Et je t'appelle 5-6 jours plus tard et je te dis, bah, alors cet argent, c'en est où? Et toi, tu me dis, ouais, mais c'est pas tes affaires, etc. Et j'apprends plus tard que toi, mes 100 euros, tu en as fait 90 euros, tu t'es payé des cafés avec, et les 10 euros, tu les as Hmm. donnés que 3 ans plus tard. Bah, je vais être pas bien, je vais t'énerver, c'est normal. Mais c'est mon droit de demander où est cet argent. Et j'ai même mon droit de dire, bah, rends-le-moi dans ce cas-là. Ouais. C'est pareil que les ressources. On prête de l'argent. On confie plutôt, on confie de l'argent. Et donc, il ne faut pas hésiter à appeler les assos et Ouais. leur poser des questions. Et nous, ce qu'on aimerait au Charity, c'est justement qu'il n'y ait plus ces appels-là, mais qu'on arrive à mettre en place une vraie transparence. On travaille beaucoup, on met beaucoup de moyens là-dessus pour apporter une transparence, etc. Voilà. Non, et une deuxième solution aussi, c'est donner à ce qu'on appelle des petites, moi j'aime pas le terme, mais petites assos, c'est-à-dire une assos de quartier, etc. On sait c'est qui, mais en général, les aides, du coup, elles sont moins conséquentes. C'est-à-dire, c'est pas. Mais aussi là, il y a moins ce problème-là en général. C'est-à-dire, une petite asso, elle va pas aller gruger en général. C'est plutôt Dans un les paradis assos qui sont fiscal. responsables des fonds. Voilà. Quand tu as 100 balles dans le compte, tu joues pas avec. Ouais. Est-ce qu'il y a des associations qui, donc toi tu connais, qui ça existe des assos qui sont transparentes par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait sens, mais qui n'est pas très appliqué. Et j'imagine que c'est parce que c'est compliqué de faire ça, d'avoir une traçabilité, de savoir, Ouais. voilà, quelqu'un donne 50 euros, savoir exactement où ça termine. Enfin, vous avez un compte, vous avez juste un compte ou quelques comptes, mais enfin, tout s'accumule entre eux. C'est difficile de savoir exactement où va. Si j'ai raison, c'est plutôt par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des assos qui sont capables aujourd'hui de dire, voilà, ton argent est là, aujourd'hui ça en est là, demain ça en sera là? Non, sincèrement, c'est très compliqué.
Très Mm. compliqué. Aujourd'hui, comme tu as dit, hein, parce que c'est très compliqué, donc il n'y en a pas beaucoup. Sauf, je répète encore, les petites assos qui n'ont pas non plus 20 000 projets, hein, ils ont deux trois projets, donc c'est très facile à tracer. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a des assos, tu vois, où quand même, ils ont ce qu'ils appellent des fonds dédiés, c'est-à-dire que tu vas donner, toi, pour un puits, par exemple, ton puits, il est identifié et on te fait un retour. Je prends l'exemple Ça, encore c'est une fois pour, de ouais, Light. c'est pour un seul. Ça, c'est quand c'est dédié à un seul Voilà. produit. Si c'est un don Ah, général, ça, c'est là où ça va être perdu. tout à fait. Si c'est un don général, en général, c'est perdu. Après, c'est pas mauvais, attention, hein, une assoce qui noie un peu son don général, au contraire, c'est comme ça qu'arrive à fonctionner une assoce. Mais pouvoir générer une traçabilité, ouais, effectivement, c'est compliqué. Mais il y en a au moins sur les fonds dédiés, c'est-à-dire quelqu'un qui va financer en particulier un puits, etc. Les scandales des orphelins, c'est pour ça on n'a pas fait les orphelins depuis très longtemps. Il y a beaucoup de scandales sur les orphelins. C'est-à-dire des assos, beaucoup ont fait orphelinat, parrainage, et quand ils demandent des infos sur leur enfant, soit ils n'ont pas d'infos, soit ils ont des fausses infos. Il y a eu des Mm. scandales où les personnes elles découvrent que, mais attends, mais c'est la même photo depuis, ça fait 3 ans. J'ai mon pote qui est donateur, et ils ont tous reçu la même photo, les mêmes mails, tu vois, pour dire voilà votre orphelin, tu vois. Il y a qu'est-ce qui cloche. Et des scandales comme ça, moi j'en ai vécu pas mal, et j'en vois toujours, et ça existe toujours. Donc tu vois, donc faites attention aussi à ceux qui vendent du rêve. Quelqu'un qui vous Ouais, dit faites un don, on va vous envoyer des photos, des machins. J'en ai vu des j'en ai vu des choses pas mal là-dessus aussi. Donc faites attention. Mais voilà, grosso modo, c'est ça, quelqu'un qui est capable de vous répondre, même s'il est très important, même s'il est sincère. C'est-à-dire s'il dit, écoutez, bah, nous, votre don, on l'a pris, donc c'est du fonds général, on n'est pas capable de vous dire où il est parti, mais on peut vous dire ce mois-ci, voilà les actions qu'on a faites. Donc voilà, quelqu'un que vous sentez qui est sincère avec vous, qui bégaye pas, qui est clair, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui vous vend du rêve, attention. Attention à ça. Et après, aux États-Unis, tu vois, par exemple, hein, eux, ils y arrivent. Il y a une association qui s'appelle Charity Water, qui est une association pourtant qui est évangélique, hein, qui ne le dit pas, mais qui est purement évangélique. Et eux, ils ont arrivé à un niveau. Laisse tomber. Alors déjà, eux, ils sont arrivés au niveau du 100%, ça c'est la première chose, et ils ont arrivé à un niveau de traçabilité qui est dingue. C'est-à-dire ils ont Mm. équipé tout leur puits et tout leur forage, ils sont équipés de capteurs en temps réel, connectés à Internet, et qui permet à n'importe qui de voir le débit de son forage, combien d'eau est sortie, s'il s'est arrêté, s'il est en maintenance. Incroyable. Mm. Et nous, je ne te mens pas, c'est aussi un des projets sur lesquels on est dessus. On aimerait copier un peu tout ça et apporter ce niveau de transparence. Parce que quand quelqu'un finance un puits, et dans certains pays, hein, je répète, hein, c'est pas tous les pays, mais certains pays où tu sais que ça va pas durer plus de 2 ans et encore, ou que c'est insalubre, si tu appelles, tu dis, mais l'eau, elle est vraiment potable, vous avez fait des tests? Est-ce que là, il est toujours fonctionnel? Et là, tu vas avoir des scandales. Il suffit d'aller, bah, ceux qui vont, je sais pas, au Sénégal ou dans des pays comme ça, faites le tour des puits, vous allez voir. Moi, je faisais le tour, je voyais des plaques d'associations françaises et non françaises avec des Mm. puits, mais tout était tari. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Des trous partout. Des fois, il y avait des endroits, il y avait au moins 5, 6, 7 comme ça de puits avec chaque plaque et aucun n'était Côte à côte. fonctionnel, côte à côte. C'est dingue. Et ça, si une personne n'est pas en mesure de vous dire, bah, votre puits, en fait, il ne fonctionne plus, parce qu'on est transparent avec vous, parce qu'un puits, ça dure 1 an, 2 ans, pas sûr qu'il soit totalement potable, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler, il faut contacter, il faut. Voilà. Ouais. Donc, on a parlé un peu de l'extrême de ceux qui gèrent mal l'argent, entre guillemets, ou qui sont un peu, qui peuvent être parfois malhonnêtes par rapport à la communication, comme tu disais. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'étais un peu, je regardais beaucoup les frais. Je regardais les frais, Ouais. je me dis, bah, tiens, s'il y a moins de frais, c'est forcément que c'est mieux que quelqu'un qui a plus de frais, tu vois. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, si, au bout d'un moment, si tu vois qu'il y a 50% de frais, là, tu te poses des Oui. questions quand même. Mais bon, 20% de frais, tu peux faire du très très bon travail avec 20% de frais Bien et sûr. aider beaucoup mieux les personnes qu'avec une asso qui prend que 5% de frais et au final a beaucoup moins d'impact par rapport à la qualité du travail. Tout à fait. Tu as tout résumé. C'est vrai que, ouais. Et moi, je pensais exactement comme toi, hein. Pour moi, une asso, pour moi, déjà à la base, hein, moi, j'étais un peu utopique, hein, avant que je connaisse le mec. Moi, je disais, pour moi, ils prennent pas, c'est pas possible. Quand j'étais plus jeune, tu vois, il peut pas Ouais, prendre d'argent, c'est pas possible. Et non, ouais, tu as tout à fait raison. C'est pas un critère. C'est certainement pas un critère, les frais. Après, effectivement, il y a l'abus. Et encore, même les frais, on peut leur dire ce qu'ils veulent. Mais effectivement, c'est pas un critère. Donc, le critère, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous faites avec l'argent. Une assos, par exemple, elle peut prendre même 90% de frais mais être correct. Parce que, je sais pas moi, imagine c'est une assoce, je sais pas moi, je sais pas moi, c'est une assoce d'avocats, une armée d'avocats qui aident les personnes qui ont des soucis juridiques, par exemple. Bah, les, Hmm. les avocats, il faut les payer, tu vois. Donc peut-être ils vont se retrouver avec des frais de malade et colossaux, mais la sauce travaille bien. En fait, c'est pas une question de frais, c'est une question qu'est-ce que vous faites avec l'argent. Ça, c'est ça le plus Hmm. important.
Et, voilà, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner, etc. Et après, moi, là, c'est vrai que je parle des assos qui ont des problèmes, mais la plupart, aujourd'hui, n'ont pas de problème, tu vois. Donc, il ne faut pas hésiter à donner, hein. Il ne faut pas non plus que ce soit un frein, parce que moi, j'ai vu des gens qui disent, ah, je donne plus, c'est terminé. Non, il ne faut pas non plus aller dans cet extrême-là. La majorité ne pose pas de problème. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est tout ce que je dis, ne faites pas de dons aveugles. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de problème. Si vous sentez qu'il y a une réticence ou vous ne le sentez pas, ben, vous voyez que d'autres réseaux, tout simplement. Mais il ne faut pas hésiter, quoi. Faut pas arriver à l'extrême de dire bah, je donne plus. Non, ça serait un danger, je pense. Ouais. Peut-être un sujet que je vais évoquer, c'est, là, ça vient comme ça, c'est par rapport aux dons qui touchent aux émotions. Parfois, on n'a pas forcément envie, enfin, on n'a pas l'objectif de donner, mais voilà, on croise quelqu'un dans la rue ou on croise voilà, une personne ou une publicité et on va se Ouais. retrouver à donner parce que voilà, ça nous fait de la peine et au final, bah, c'est nos dons réguliers, tous les dons réguliers se retrouvent comme ça. Mhm. Et au final, il n'y a pas vraiment de. C'est un peu désorganisé, tu vois. C'est un peu. Il n'y a Mhm. pas vraiment d'impact derrière. Il y a d'un côté quelqu'un, tu vas lui payer un petit. Enfin, de quoi dormir une nuit d'hôtel, l'autre, ça va être que des dons émotionnels. On se retrouve parfois à pas faire de dons en essayant de viser un peu sur le long terme. Par exemple, tu te dis, voilà, il y a un village où il y a dans mon quartier, il y a un problème, et moi, je veux Mhm. résoudre le problème vraiment, tu vois. Je veux vraiment résoudre, je veux qu'il n'y a plus de problème. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. Quand je fais un don, je me dis, je fais essayer de faire la différence entre quelque chose qui va aider à court terme et quelque chose qui va aider à long terme. Alors, c'est sûr que parfois, tu as des catastrophes naturelles, tu as des gens qui sont sur le point de mourir, etc. Tu as besoin de les aider quand même. Mais un don sur le long terme, pour moi, ça a quand même beaucoup plus de valeur qu'un don sur Effectivement. le court terme. Est-ce que c'est quelque chose Euh, sur lequel vous discutez ou vous avez des réflexions par rapport à ça? Totalement, totalement. Bah, nous, on a fait un virage. Ouma Charity, quand on a commencé, bah, elle n'a pas le choix, hein. Comme tout, c'est ce qu'on appelle de l'urgence. C'est-à-dire, c'est du one shot. On arrive, on fait une aide, on repart. Et là, aujourd'hui, Ouma Charity, ouais, la majorité, voire l'écrasante majorité, c'est que ce qu'on appelle des projets de développement durable. C'est-à-dire, c'est des projets qui doivent amener une aide à long terme. Après, on garde un petit pourcentage, bien sûr, d'urgence, parce que les urgences existent. Mais Hmm. nous, notre projet, il est là-dessus. Et nous, on ne valide pas un projet, par exemple, si c'est un one shot. C'est du développement durable. Et ça, c'est important. Et l'exemple que tu donnais, il est très, très bien. Et alors, l'exemple est très connu, hein, que je donne à chaque fois, c'est que tout le monde donne, c'est l'histoire de la famille qui a faim. Soit tu lui donnes du poisson tous les jours, et à un moment, tu vas t'arrêter. Soit tu lui enseignes à pêcher, tu lui finances une barque, tu lui finances un filet, et là, c'est fini. Là, tu es sûr de l'avoir. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a fait des barques à pêche, etc., entre autres. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup plus impactant d'apprendre à une personne d'aller plus loin. C'est pour ça que, par exemple, je prends l'exemple de notre pôle social. On ne fait pas de maraude aussi pour ça. Il y a d'autres associations qui font des maraudes. Ça permet de faire du lien, du contact, c'est très bien. Mais nous, on ne fait pas. Nous, l'idée, c'est vraiment sortir les personnes de la précarité. Et ça, c'est très, très, très important, effectivement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as la rentabilité humanitaire. Voilà, c'est un peu ce que tu dis là, c'est du développement durable. C'est mon don, est-ce qu'il va il va aider sur le long terme ou est-ce qu'il va aider que là, aujourd'hui et demain, je recommence? Et ça, c'est très Hmm. important. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à Oma Charity. J'aimerais qu'on parle un peu des autres activités à côté. Donc, l'année dernière, je crois que c'était, tu as fait il y a un an et demi environ, Mhm. tu avais tourné le documentaire avec Mehdi sur ta randonnée dans les Pyrénées. Ouais. Donc, tu es devenu un peu féru de randonnée. Ça arrivé comment ça? Tu fais ça souvent? Parce que ça, enfin, pour un peu contextualiser, tu prends des fois tes chaussures et ton sac à dos et tu peux partir pendant des semaines et des semaines marcher dans les montagnes, comme C'est un ça, hobbit. c'est ça. C'est ça, exactement ça. Alors, comment j'en suis arrivé là? Alors là, ça, c'est le. Alors, j'étais pas comme je t'ai dit, hein, au départ, toi, j'étais le geek par excellence, pas du tout sportif, en surpoids, donc vraiment pas fait pour ça. Bah, ça a commencé en réalité avec mon épouse, c'était son projet, elle, de base, tu vois. Au début, le mot randonnée, je le connaissais pas, pour te dire. Ouais. Bon, après, j'aimais la nature, toi, j'aimais voyager, mais sans exprimer cet amour que j'avais. Et elle me disait, bah, tiens, on va se balader dans la forêt. Donc moi, je la suivais au départ. Je la suivais, après, je la suivais sur une journée, et après, etc. etc. Et un jour, elle achète une tente. Et elle me dit, bah, tiens, viens, on va dans la forêt, on va dormir là-bas. Et moi, je la suis, en fait. C'est plus moi qui la suis qu'autre chose. Et je me rappelle la première nuit que j'ai passée avec elle, c'était à Compiègne. Moi, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Je dis, ah, il y a des cerfs, il y a des sangliers, écoute, il y a des bruits, tout ça. Et bon, elle dormait tranquille. Donc, c'était vraiment son projet, tu vois. C'était son projet. Et un jour, c'était bah, l'été, elle a dit, bah, tiens, j'aimerais faire un truc un peu plus poussé, j'aimerais aller dans les Pyrénées. Et j'ai vu un petit tracé, tout ça. Et donc, c'est elle qui voit, hein. Elle dit, je vois un petit tracé.
J'ai vu une gare pas loin, machin, tac, elle fait les résas, etc. Et pareil, moi, je la suis, je l'accompagne. Et moi, à ce moment-là, j'ai jamais mis les pieds dans une montagne, etc., hein, c'est vraiment. Et là, subhanallah, une semaine ou 2 semaines avant le départ, elle glisse, tombe et se casse le genou. Aïe, aïe, aïe. Donc, plus de rando pour elle. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On a acheté le matos, on a réservé le train, l'hôtel, etc., etc. On a fait le parcours. Et on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et là, elle me dit, bah, vas-y. Moi, je dis, bah, tout seul. Je fais, mais ouais. Et je me retrouve à partir tout seul, pour la première fois de ma vie, en rando, pour la première fois de ma vie, dans les Pyrénées. Et c'était la catastrophe. Mais la catastrophe. Donc, je suis parti, j'étais en surpoids, donc ça, je l'avais dit. Deux, j'avais près de plus de 20 kilos, voire 25 kilos dans le sac. J'avais pris, tu vois, le Coran, mais tu sais, le gros, là, tu sais, traduit, j'avais pris des livres, tu vois, toute la bibliothèque, je l'ai mis dans le dos. J'ai pris la nourriture, alors la foison, j'ai rempli le sac pareil. Je suis parti en tongs, s'il te plaît, en tongs. En tongs. Ouais, bah pour moi, il faisait chaud, c'est le sud et tout. Je me dis, bon, en tongs, c'est pas mal. Et je savais même pas où je mettais les pieds, en fait. J'en avais aucune idée. Et je commençais à croiser des gens, et les gens, je les vois, ils me disent, mais ça va, vous êtes sûr, vous allez bien? Moi, je comprenais pas. Je dis, non, ouais, ça va. Et je partais avec mon gros sac comme ça, là. Au bout d'un jour, j'ai abandonné. Ah, tu m'étonnes. J'ai failli mourir même, subhanallah, parce qu'à un moment, je vois la carte et je connais pas. Je dis, bon, mon épouse, elle m'a dit le truc qui s'appelle JR10. Donc, c'est un Ouais, nom le de tracé, randonnée. c'est GR et avec un numéro derrière. Voilà, comme la 5, la 6, la RN10, la départemental 104, et ben Ouais. on a les GR pour les randonneurs. Donc, c'est des tracés comme ça, balisés, etc., qui ont des chiffres. Et il y a le GR10. Et moi, c'est là où je découvre. Je ne connaissais pas, hein. Elle me dit, il y a un tracé, ça s'appelle GR10. Voilà, il est là. Donc, la gare, elle est là. Donc, il faut que tu ailles là-bas. Je me dis, mais pourquoi je me casse la tête à faire un grand tour? Je vais couper la montagne. Tu vois, dans la carte, je fais un trait. Donc, je fais un Mort trait. de Je dis, bon, rire. bah, voilà, je coupe. Donc, je pars avec mon gros sac, mes tongs. Je fais du hors-sentier dans la montagne pour couper la montagne pour aller sur le GR10. En tongs. Ouais. En tongs. Et ben, j'ai failli mourir. Voilà ce qui s'est passé. Je me suis perdu. J'avais plus d'eau. J'avais plus de genoux. J'étais déshydraté. J'avais plus de réseau. J'ai fini par boire de la boue. Il y avait un moment, il y avait de la boue. J'ai pris la boue. Mais réellement, j'étais voilà, j'étais sur le point de mourir. À un moment, donc, je vois au loin un village tout en bas dans la vallée. Je descends la montagne, mais à l'arrache, je te mens pas, hein. J'ai failli mourir vraiment, réellement. Quand j'arrive là-bas, c'est la nuit. Donc, mon premier bivouac solo, je trouve un endroit, c'est l'entrée d'une mine abandonnée. Ouais. Donc, je mets ma tente là-bas. Et j'ai fait nuit blanche tellement j'avais peur de tout. Je me dis, un gars, il va venir, il va me tuer. Il y a des bruits bizarres et tout. Ouais, voilà. Donc, ça, c'était ma première. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est la première nuit là-bas. Et T'avais on pas découvre. Internet, t'avais pas de téléphone? J'avais un téléphone, mais à l'époque, le réseau, c'était en 2014. Le réseau n'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas de réseau, tout simplement. J'ai eu des réseaux après quand je suis passé dans le village. Donc là, j'ai donné un peu de nouvelles, mais il n'y avait rien. Ok. Ouais. Et donc, j'ai abandonné. Ok. T'es rentré comment? Il y avait une gare? Après, ouais, ouais, après, j'ai après, j'ai pris des chemins de route, machin. Après, j'ai retenté le lendemain. Ah, tu Euh, t'es pas dit, tu t'es dit, je vais continuer, après, malgré tout Ouais, ça. le lendemain, ouais. Bah, j'avais pas le choix en même temps, parce que là où j'étais, effectivement, il n'y a pas de gare, il n'y avait rien. Donc, j'avais pas trop le choix. Soit je faisais marche arrière, mais je risquais de remourir encore. Soit je continuais vers le GR10. Donc, j'ai avancé jusqu'au GR10. Et je suis arrivé dans un petit village où il y avait pas une gare, mais des bus. Et je me suis arrêté là-bas, tout simplement. Et j'ai dit, bon, j'abandonne ici. Donc, effectivement, ça a duré pas plus d'un jour. Ma première. Et c'est là où le déclic s'est fait. C'est là où le déclic s'est fait, parce que ça a été un choc pour moi à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mais alors déjà, j'ai kiffé, hein, la nature, la montagne, tout ça, j'ai vraiment aimé. Mais je me suis dit, mais c'est chaud quand même. C'est chaud, la claque que je me suis pris, la gifle, la baffe. Et là, tu vois, moi, je m'imaginais réellement, parce que je suis musulman, Ouais. et Ouais. moi, tu vois, tout ce qui est science et tout, je kiffe, tu vois. Donc, tu vois, je pouvais te parler des montagnes, des planètes, des rochers, des arbres. Donc, je me voyais comme amoureux de la nature. Et là, je dis, espèce de menteur. Étranger à la nature, tu connais Espèce rien à la d'hypocrite. nature. Exactement. Et là, j'ai commencé à voir mon obésité, j'ai commencé à voir ma manière de manger, j'ai commencé à voir. En fait, je me voyais dans un miroir. Il y a des gens Et, qui t'ont parlé. T'as vu des gens qui, ah, quand au village, ce qu'ils te disaient, les gens? non, au village, non, parce qu'au village, c'est des gens, on va Ouais. dire, normaux, entre guillemets. C'est plus dans les montagnes. Effectivement, ouais, j'ai croisé des gens et des personnes, pareil, tu sais que moi, j'ai vu une sœur catholique, tu vois, qui était en randonnée. Une nonne, ouais. Ouais.
Une nonne, ouais, et c'est elle qui me dit: «Mais monsieur, ça va, vous avez besoin d'aide? Il y a ma voiture en bas, si vous voulez, on se rejoint à tel endroit, je vous redépose», et cetera. Donc ouais, j'ai vu des gens et tous étaient inquiets. Ça m'inquiétait, tu vois? Je me dis: «Zut, ils sont inquiets comme si j'étais un malade, en fait». Et le jour vraiment là, ça m'a fait un électrochoc. Je monte une montée, mais quand je dis je la monte, je sais même pas comment j'ai fait pour la monter, hein. J'ai mis des heures et des heures. J'arrive en haut de cette montée, je m'allonge par terre, en étoile, tu vois? Et je bouge plus. Je suis en sueur, mais je te raconte pas dans quel état je suis. Et là, je vois une dame d'un certain âge, une bonne soixantaine d'années, qui monte ça en trottinant, tu vois? Il y a pas Normal. une goutte de sueur sur le front Ouais. et qui me voit comme ça affalé par terre. Elle me dit: «Monsieur, ça va? Vous avez besoin d'aide? Vous voulez que j'appelle quelqu'un?» Et là, j'ai eu la honte de ma vie. La honte, je fais: «Mais c'est pas possible». Tout le monde me demande de l'aide comme si j'étais un malade, quelqu'un d'handicapé, tu vois? Ouais. Et après, surtout, ce que je me disais, c'est que moi, j'étais avec la barbe, et cetera. Je dis: «Mais quelle image je renvoie du musulman soi-disant amoureux de nature, machin?» Et là, Mmh. quand la dame m'a dit, c'est vraiment elle, hein, qui m'a vraiment choqué le plus. Quand elle m'a dit: «Monsieur, est-ce que je peux vous aider?» Elle m'a tendu la main pour me Vous voulez que je soulever. vous Je fais: «Non, non». porte? Voilà, ouais, mais sérieusement, je dis: «Non, non, c'est juste je me repose et tout». Et là, je me dis: «Ah non, c'est chaud, c'est pas normal, c'est pas normal». Et c'est là où le déclic, je dis: «Bah tiens, je reviendrai». Et je suis revenu chaque année. Ah ouais, là. Et comment Tous les ans, je suis revenu. comment t'es rentré, t'as raconté à ta femme? Bah, j'ai rencontré que j'ai dit: «Alhamdoulilah, Allah il t'a préservé». Tu vois? C'était un bien déjà que ton genou soit cassé parce que ça aurait été chaud tous les 2. Là, je t'aurais amené, à une mort certaine. Donc déjà, c'est la première chose. Et 2, ouais, j'ai dit: «Non, il faut faire quelque chose». Donc là, j'ai tapé, musulman, randonnée, et cetera, un peu sur internet, parce que dans la communauté, il y a pas de randonnée, ça existait pas. Et là, je Ouais. découvre qu'il y a un groupe sur Lyon qui faisait de la randonnée comme ça. Et donc pareil, je prends mon billet, je vais les Ouais. voir et je fais une randonnée avec eux à Lyon. Ouais, j'avais essayé, j'en avais fait quelques-unes, ouais, quand j'étais encore sur Lyon. Ah, bah, Muslim tu connais? Rando. Ah! Ouais, ouais. Ah, et bah, voilà, bah, c'est eux qui m'ont mis dans le bain. J'ai tellement aimé, je suis rentré à Paris, bah, j'ai fait la même chose. J'ai créé Muslim Rando Paris, j'ai fait la copie de Muslim Rando Lyon. Ah, intéressant. Ouais. C'est Voilà. plat à Et Paris. C'est un peu plat à Paris. comment? Ils disent tous que c'est pas terrible à Paris, c'est plein. Ah non, non, il y en a des bons coins. Bon, c'est pas Lyon, hein, c'est pas Lyon, je suis d'accord, les montagnes et tout. Mais ça a permis, moi, déjà, bah, de faire de la randonnée tous les mois. Ça, c'est la première chose. Et ça a permis aussi Ouais. de faire découvrir la randonnée. C'est-à-dire qu'à Paris, c'est vrai que c'est pas non plus des montagnes de ouf, mais ça permet, non, de faire découvrir, la forêt, la nature, la rando. Et donc j'ai fait ça. Et donc tous les mois, donc j'avais ma rando avec Muslim Rando Paris. Et tous les ans, j'avais ma rando dans les Pyrénées où je retentais, d'aller plus loin qu'un jour. Donc j'y allais, c'était la fois d'après, c'est 3 jours. Après, j'abandonnais parce que c'était mon genou qui lâchait, et cetera, et cetera. Voilà, ça a duré comme ça de 2014 à Tu 2000, ramenais plus ton gros corps en de 3 kilos. non, non. Non, maintenant, je le mets sur mon téléphone, c'était bien, c'était suffisant. Non, mais tu vois? Mais toutes les bêtises, je les apprenais, et à chaque fois, il y avait des nouvelles bêtises à chaque fois, tu vois? Et à chaque fois, bah, j'apprenais de mes bêtises. Comme tu as dit, l'histoire du Coran, voilà, Le tu poids, prenais enfin, pas. je dis Roland, mais c'est prendre du poids, quoi. Il- C'était prendre du poids, prendre des conserves. Non, tu prends pas de conserves, tu prends pas des trucs comme ça, et Et 3, cetera. c'était 4 bouteilles, 4 litres, 4 litres d'eau. 4 litres d'eau, ça servait à rien. Donc, tu apprenais à vivre avec 1 litre d'eau et te ravitailler. J'avais pas de bâton la première fois. Là, non, j'ai acheté des bâtons, et cetera, et cetera. Trop bien. Et là, tu continues, t'en as fait une cet été, dernier été? Alors l'été, non. Alors du coup, après, non. Alors là, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je fais plus vraiment de rando comme maintenant. Après, ce qui s'est passé après, donc à un moment, j'ai un petit déclic. Je me dis: «Mais si j'arrive à faire tout le GR10». Donc j'y croyais pas. Pour moi, c'est impossible. À une époque, tu me dis: «Tu fais tout le GR10», c'est quelque chose, c'est comme tu dis: «Tu vas aller sur la lune», tu vois? C'est pas possible. Donc Ouais, je c'est faisais comme des aller faire choses, un Ironman ou un voilà. marathon. Ouais. C'est ça, voilà. Tu te dis: «Mais c'est impossible. Comment? J'arrive même pas à tenir 3 jours. Comment je vais faire tout le truc du début à la fin?» Et il y a une année, alhamdoulilah, je me suis dit: «Bah tiens, tu te lances. Si tu arrives à moitié, bah, tu auras fait la moitié, et cetera, mais vas-y». Donc j'étais encore au Macharati à ce moment-là. J'y vais, et c'est là, bah, que, bah, alhamdoulilah, en 40 jours, j'y arrive. Et c'est là aussi que Mehdi intervient. C'est-à-dire Mehdi, lui, m'appelle. Donc, c'est pour ça que les gens me disent: «C'est ton film, ton documentaire», c'est pas le mien, hein, c'est Mehdi qui m'appelle. Il me dit: «Samir, je peux venir te filmer?» Donc il vient, il me filme. Et c'est là aussi sort le film en mode avion. Et alhamdoulilah, j'ai réussi en 40 jours à faire tout le truc. Et là, ça, c'est un déclic. Là, vraiment, le déclic, il s'est mis en place. Et je suis rentré à Ouma Charity après ces 40 jours, mais ça a été trop impactant, on va dire. J'arrivais plus à rester, entre 4 murs, tout ça, c'était trop compliqué, à rester figé. Je commençais, tu sais, c'est l'inverse qui s'est passé. Je voulais encore faire de la randonnée de 10 fois plus, tu vois. Et Hmm. du coup, j'ai démissionné d'Ouma Charity à ce moment-là, de mon poste de directeur. Je suis passé président, mais je n'étais plus directeur. Et après, je suis parti faire ce qu'on appelle le GR5. Donc là, c'était à la traversée, des Vosges, du Jura et des Alpes. Donc ça a pris 3 Ok. mois.
Donc ça, À c'était l'an préparer, tu veux dernier. dire? Ah, ça a Non, pris je l'ai 3 mois à fait. traverser? À traverser, ouais. Ouais. Ah ouais, Ouais. ça rigole pas. Non, ça rigolait pas. Et là, ça a été. C'est vraiment ce GR5 qui a été vraiment le gros champion. GR10, ça m'a donné la soif de la rando. Ça m'a permis de savoir que, alhamdoulilah, en fait, je suis, par la grâce d'Allah, capable de le faire. Donc le Hmm. GR10 m'a dit, tu peux y aller, vas-y. Et le GR5, ça a été vraiment l'immersion, on va dire, vraiment où là, j'ai plus profité. J'observais, je regardais, je côtoyais des gens, etc. Et là, c'est un autre déclic qui s'est passé, c'est que avant, j'étais étranger à la nature. La nature, tu as vu, dès que je me rentrais dedans, bah, je faillis mourir quand j'ai Ouais, mis mon pied dedans. Là, aujourd'hui, c'était l'inverse. Aujourd'hui, je me sens chez moi, dans la nature. Tu me ouais. donnes une tente, un petit cours d'eau, mon panneau solaire, je suis chez moi. Inch'Allah. Voilà. Et du coup, de ce GR5, il y a aussi un nouveau changement de vie qui s'est opéré. Donc là, dans lequel je suis actuellement, je me dis, je ne peux plus travailler dans un bureau, donc je n'ai pas de bureau. Et aujourd'hui, je fais que bouger. Donc je ne suis pas en randonnée en soi parce que je travaille. Donc, voilà, parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que je peux pas. Si j'avais eu le choix, bien sûr, si j'avais eu des millions d'euros dans mon compte et que je n'avais pas besoin de travailler, je pense que j'aurais fini randonneur à vie. Mais il faut vivre, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait un compromis. Je suis ce qu'on appelle un digital nomade, un peu spécial. Hein. C'est pas comme digital nomade, c'est souvent des gens qui vont aller dans un pays pendant plusieurs mois, qui vont aller en ville et tout. Moi, c'est un peu différent. C'est que chaque semaine, je pars. Donc, Donc, un souvent, digital nomade, c'est une personne qui n'a pas besoin d'aller Enfin, qui peut travailler n'importe où, quoi. C'est ça, hein, la c'est ça. définition. C'est ça. Hmm. Exactement. C'est la définition. Après, moi, je suis un peu à part parce que moi, je pars pas sur des longues périodes. Parce que j'ai une famille, Hmm. comme je disais. Donc, moi, je me vois comme un, tu sais, un routier ou un Hmm. steward, tu vois, qui prend l'avion pendant quelques jours, qui revient. C'est à peu près pareil. Donc là, je pars. Donc, et à chaque fois, là, je suis à Dijon, par exemple, pendant une semaine. Après, je vais être au Maroc. La semaine d'avant, j'étais dans les Pyrénées, dans une cabane. Et je travaille là où je peux travailler. Donc, je suis toujours en déplacement. Quelques mois avant, je faisais la traversée en vélo d'une partie de la France sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je fais du vélo tout le matin, je travaille dans ma tente toute la journée, je refais du vélo un peu le soir. Et comme ça, j'ai fait Hmm. une longue traversée. Et voilà, c'est aujourd'hui ma vie, elle est là. Ok. Ah, c'est cool. Donc, vous êtes une asso, tu as dit, vous n'avez pas forcément que des musulmans en tant que salariés ou bénévoles, mais Mhm. quand même, vous avez quand même l'étiquette, malgré tout, comme il y a même l'éthique et l'étiquette Voilà. musulmane. Donc, comment est-ce que c'est de gérer une asso musulmane, surtout ces temps-ci? C'est difficile? Très, très, très difficile. Ouais. Là, il faut pas, voilà, il faut être franc, il faut être direct, et ça va pas en s'améliorant pour l'instant. Donc, effectivement, très, très, très difficile. Aujourd'hui, les assos dites musulmanes, pas nécessairement comme nous, je répète, on se dit pas islamique, mais qui a une éthique islamique ou dont les fondateurs sont musulmans, etc. Ils sont dans le viseur, et quand je dis dans le viseur, c'est pas rien, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés, mais de toutes parts, et la moindre faille peut être sujet à fermeture ou à blocage ou autre. Donc c'est vraiment très, très, très complexe, extrêmement complexe. Beaucoup d'assos ont du mal, ferment, changent, bougent de pays. Nous, on s'est posé la question, pour être franc, hein, toutes ces questions-là, on se les est posées parce que c'est très dur. Mhm. Mais aujourd'hui, on se dit non, on est français, on reste là parce que déjà, on a des aides en France, etc. Et notre équipe sont en France. Très dur. Maintenant, nous, on essaie de voir le bon côté des choses, c'est que tout ça amène de la rigueur. Beaucoup plus. Nous, ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que nous, le mot rigueur, ça fait partie des mots-clés qu'on a mis dans notre association. Mhm. Et le fait d'être comme ça, surcontrôlé sur tout et attendu au tournant sur tout, ça nous pousse à être 100 fois plus rigoureux. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc là, on est très rigoureux sur tout, on est contrôlé sur tout. Donc oui, c'est pas évident. Et ça, il faut l'entendre. Hein. Il faut l'entendre, c'est que ouais, le monde associatif aujourd'hui en France est très complexe. Très, très complexe. Maintenant, moi, avant, je le voyais comme une injustice, il y a quelques temps. Je dis, ah, c'est grave, ils s'en prennent à nous, c'est injuste. C'est comme à une époque, on se prenait aux juifs parce qu'ils sont juifs, etc. Je pense toujours un peu ça, hein, bien sûr. Hein, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas non plus être idiot. Hein, c'est parce qu'on est musulman et pas autre chose. Hein. Aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Mais je vois plus ça comme une injustice. Je vois ça comme ils font leur taf, ils ont leur politique, ils ont leur mentalité. Ils se disent, voilà, nous, on veut pas de ça, on veut pas ça comme ça, peu importe. Ils ont leur raison. Aujourd'hui, je le prends de ce côté-là. Et je me dis, bah, il faut augmenter en rigueur. C'est pas évident parce qu'il y a des salariés aujourd'hui, ils ont du mal aussi avec ça. Hein. Euh, Quand tu subis des Mhm. contrôles à répétition, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, non, alhamdoulilah, on est toujours là, on est debout, on tient, et c'est ça qui nous a poussé à être, on l'espère, un petit peu meilleur en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir, avec le monde associatif est très complexe, et je pense que tous les responsables d'associations qui m'entendent savent de quoi je parle. Je pense qu'on est tous dans le même bain aujourd'hui, donc ouais, c'est pas évident. Et peu en parlent parce Mhm. qu'ils ont peur d'en parler, parce que d'ici j'en parle, et je vais avoir 3 fois plus de problèmes. Ouais. Et c'est vrai ce que je dis là, c'est pas faux. Donc ouais, c'est compliqué.
Très bien. Mais écoute, que Dieu vous facilite, hein. Dieu vous facilite. Amin, amin, amin. Bah écoute, je pense qu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Avant qu'on termine, je vais te poser quelques petites questions. Vu que tu as été le président, enfin le directeur plutôt, de Ma Charité pendant un long moment, et là tu es président, donc tu as quand même pas mal de responsabilités quand même. Tu as eu ce rôle un peu de leader ou de co-leader dans l'asso. Pour toi, c'est quoi, qu'est-ce qui fait un bon leader? Un bon leader, déjà, c'est quelqu'un désintéressé. Il faut commencer par ça. Il n'a aucun Hmm. intérêt dans l'histoire, ni notoriété, ni financier, ni autre. Deuxième chose, il faut qu'il soit convaincu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille avec le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des convictions, des valeurs. Je pense que s'il a ces deux-là, après le reste, ça le fait. Après, bien sûr, il faut qu'il soit manager, etc. Bien sûr, mais je pense que ça découle après. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bienveillant envers ses salariés, bienveillant avec ses bénéficiaires, et il ne va pas mettre l'argent, la notoriété ou je ne sais quoi avant les choses. Il va mettre l'humain avant tout. Le Quand il projet met avant l'humain en tout. centre de tout, voilà, le projet, exactement. Et nous, comme c'est de l'humanitaire, donc le projet, c'est l'humain. Et il met l'humain avant tout. Je pense que c'est ça le truc essentiel. Wallah alam. Pour une association, en tout cas. Après, pour une entreprise, je ne sais pas. Mais pour une association, je pense que ouais, c'est ça le but premier. Très bien, voilà, graphique. Est-ce que tu as des routines quotidiennes, hebdomadaires, des choses qui reviennent souvent, qui t'aident à progresser ou à maintenir la forme? Physiquement, tu veux dire? Ou Progresser dans tous les domaines, ça peut être spirituel, physique, apprendre des nouvelles compétences, voilà, ce genre un peu tout, des choses qui t'aident où tu vois que tu progresses ou bien qui t'aident à garder l'énergie. ben moi, ma routine, je pense que la réponse, elle est facile, c'est la rando, c'est mes Ouais. voyages, mes rencontres. C'est vraiment, c'est là où je souffle. C'est mes bols d'air frais. C'est Mhm. parce que quand on se coupe, quand on lâche notre matériel, ça peut que te remettre en question et ça peut que te faire évoluer. Et c'est dingue, hein, subhanallah. Et en plus, si tu mets la dimension spirituelle et que tu t'en remets à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, il te montre des choses, il t'apprend des choses que on ne pourra jamais apprendre en étant dans notre confort quotidien. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Mhm. derrière chaque chose, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Derrière chaque chose, ma nourriture, elle vient de lui. Ma force physique, elle vient de lui. Mais je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que je suis tellement embourbé dans les causes que je crois que c'est les causes qui font les choses. Mais quand tu lâches les causes et que tu te retrouves dans une situation sans cause, et ben là, tu apprends à te remettre vers Allah et tu vois vraiment que c'est Allah qui donne. Et donc, moi, c'est aujourd'hui ouais, c'est mes randos ou mon isolement ou mes rencontres, etc., qui aujourd'hui me boostent. Si je reste trop longtemps comme ça, sans ça, je sens que je régresse au niveau de ma Mhm. foi, au niveau de mon comportement, au niveau de tout, en fait, physiquement, tout, 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 même au niveau de mon boulot. Mais dès que je me retrouve dans ces états-là, là, je viens de passer une semaine en cabane. Donc, c'est une cabane. J'ai un panneau solaire. J'ai une petite source d'eau à côté. Je suis tout en haut de la montagne. J'ai jamais autant bien bossé de ma vie. J'ai jamais autant bien fait mon dhikr et mes salades de ma vie. J'ai fait des rencontres de personnes qui m'ont chamboulé, etc., qui m'ont remis en question. Donc, moi, c'est ça. C'est savoir lâcher et couper, remettre les pieds sur terre. C'est ce que je dis. Et moi, l'exemple Mhm. que je donne souvent, tu vois, c'est ce que je dis souvent aussi dans l'humanitaire, c'est que, tu vois, Omar, radiallahu anhu, à un moment, il est Mhm. calife. Calife, c'est des responsabilités, de une, et de deux, c'est aussi une notoriété. Les gens, quand ils le voient, c'est Émir el-Mouminin. Par contre, Mhm. pour se préserver, pour se protéger, justement, il a sa routine, c'est que le soir, il est plus Émir el-Mouminin, il est simple musulman, et il fait le tour de la ville. Et il fait le tour de la Mhm. ville, et dès qu'il y a un besoin, il aide les gens sans qu'on sache que c'est Omar. Et ce que je dis souvent dans l'humanitaire, c'est ayez vos projets perso, trouvez un truc qui vous permet de remettre les pieds sur terre, de vous remettre à niveau. Sinon, vous allez vous n'aurez pas le temps de vous remettre vous-même en question. Surtout des personnes qui ont Mhm. des postes de responsabilité ou autres, hein, ou qui sont un peu dans le viseur, ou qu'ils sont vus. Prenez du recul, prenez. Après, chacun a son truc, hein. Il y en a, ça va être peut-être le foot, j'en sais rien, le sport. Mais il faut un moment où je fais ma petite coupure, je remets les pieds sur terre, je redeviens un être normal, entre guillemets, où je prends du recul sur les choses. Et puis voilà. Et le prophète Ali Sallallahu Alayhi wa Sallam, il avait aussi l'artikaf qui permettait de faire ça. Tu vois, il avait sa coupure aussi. Et tous les prophètes, tu vois, ils avaient tous leur coupure. Quand tu vois Youssouf alayhi salam, sa coupure, c'était une coupure imposée, mais ça a été la prison qui, lui, ça lui permet de. Voilà. Et tout ça, ça a Ouais, été une évolution pour eux. Et c'est important, je dis moi toujours, hein, trouvez votre coupure. Chacun après à son niveau, mais trouver un moyen de. Je me coupe, je remets les pieds sur terre, je me remets face à Allah subhanahu wa ta'ala, je me fais face à moi-même, à mes défauts, et c'est ça, je pense, c'est primordial. Ouais. très bien. Barakallahu fik, hein, je pense que c'est des très bons conseils. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de documentaires, enfin, des choses que tu as lues récemment ou que tu as vues qui t'ont marqué ou même il y a longtemps?
Euh, Moi, j'aime bien les reportages, tout ce qui est, tu sais, les reportages où on voit le côté humain, tout ça. Bah, tout le monde connaît un rendez-vous en terre inconnue, par exemple. Oui, J'irai dormir chez vous. Un que je conseille, mais qui est un peu bizarre, je sais, le nom est un peu bizarre, c'est Nuit culottée. Au début, moi, je regardais pas parce que je dis, oh là là, ils partent tout nus, c'est bizarre. Mais dès qu'on passe les 5 premières minutes, c'est dingue ce qu'ils font. Et voilà, ouais, moi, je considère ces trois-là. C'est les trois que je regarde tout le temps, que j'arrête pas de regarder. très bien. Si un auditeur ou une auditrice a une question ou souhaite te suivre enfin, ton travail ou bien une question à te poser par rapport à ton expérience, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Alors oui, c'est possible. Donc j'ai un compte Instagram, Samir Weldi, compte Facebook aussi. Je poste pas souvent, mais en story, j'essaie de mettre. Mais je suis joignable à ce moment-là. Il y a pas mal de gens qui me posent des questions, donc il faut pas hésiter. S'ils veulent me joindre, il y a ce biais-là. Et si vous êtes sur région parisienne, avec Muslim Rando Paris, suivez la page. En général, il y a une rando par mois en général qui est programmée. Donc là aussi, il faut pas hésiter. Ça permet aussi aux gens de passer même carrément la journée ensemble. Donc ouais, je suis Hmm, joignable et ça me fait même plaisir. Donc il ne faut pas hésiter sur les réseaux sociaux à me poser des questions. Ça me fait plaisir quand je vois des personnes qui posent des questions sur tout ça. Voilà. J'hésiterai pas à répondre, Inch'Allah. génial. Et génial. Bah écoute, Samir, c'était un plaisir de t'accueillir. J'en ai beaucoup appris sur le monde associatif et c'est pas un sujet sur lequel j'ai parlé beaucoup et je suis content de l'avoir abordé avec toi. Surtout que ça fait un petit moment que que je t'avais dans le viseur, on va dire, dans le bon sens du terme. Et moi, je demande à Dieu qu'il te mette la baraka, qu'il te facilite dans tes projets, facilite à faire encore plus de rando, qui te fasse progresser, qui te passionne et qui te facilite aussi chez Ouma Charity, qui facilite l'association, tous les frères et sœurs qui sont engagés. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur à toi et ta famille. Merci beaucoup, Abdelrahman. Merci à toi. Merci pour ce que tu fais, les mises en lumière que tu fais, et le bien que tu apportes. Et espérons que, voilà, que ce bien se propage. Et merci, un grand merci à toi, en tout cas, Abdelrahman. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Samir, j'espère te rencontrer un de ces quatre. Inch'Allah, un grand plaisir. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.